Bonsoir les amis, ou plutôt bonjour si vous nous écoutez en différé et que pour vous c'est le jour. C'est le Podcastor dans vos oreilles, émission 30 ans d'existence. Ça fait extrêmement plaisir que de vous retrouver 2 semaines plus tard, 2 semaines après donc l'émission 29, puisque nous sommes l'émission 30. Donc aujourd'hui, énormément de monde dans ce studio. À commencer par monsieur Guillaume Jiquel. Comment ça va Guillaume ? Ça va, merci. La pêche ? Ouais. Tu nous parles de quoi aujourd'hui ? Bah non, ouais, c'est maintenant. Quoi ? Ok. Non, tu peux nous dire de quel podcast tu vas parler quoi ? Ça s'appelle Nouvelle École. Nouvelle École, c'est un podcast scolaire ? D'éducation, ouais. D'éducation. Très bien. À ta gauche, on retrouve Omardo, qui est fidèle au poste, enfin qui était pas là la semaine dernière. C'est un grand plaisir de le retrouver. Il y a 2 semaines. Comment ça va, Omar ? Ça va et toi, 16 ? Oui. Comment s'est passé tout ce qui est médical par Tout ce qui est niveau nasal ? Ouais. Très bien. Très bien. Tout fonctionne très bien. C'est nickel. Toi, tu ne présentes pas de podcast aujourd'hui, mais Non. tu viens nous faire les charts et puis Voilà. nous inonder de ta Exactement. bonhomie et puis de ton humour. Voilà. Partiel. Excellent. À ta gauche, nous retrouvons notre cher Arthur qui, pareil, vient en touriste cette semaine parce qu'il n'a pas de podcast à présenter. Il ne fait pas les charts. Il vient. C'était une vanne sur Vivant Touriste. Pourquoi ? Excellent. On commence bien cette émission. En plus, il fait des vannes sur le générique qu'on pourra pas couper. Tu vois, donc c'est excellent. La zone où il faut pas faire de bide. Comment ça va, Arthur ? Salut. Putain, mais parle plus fort. Salut, ça va. Putain, ce mec est insupportable. À ta gauche, Pierre Pigeon qui fête sa 2e sélection dans le Podcastor aujourd'hui. Ça va, Pierre ? Yes, la forme. La forme, de quoi tu nous parles aujourd'hui ? Je vais vous parler de Makercast. Makercast. Ouais, et je Ok. peux en dire plus. D'accord, très bien. Il est très mystérieux. Manon est toujours là aussi pour sa 3e apparition à l'intérieur du Podcastor. Félicitations Mano, ça va ? Merci, ça va très bien. Oui, eh bien, de quoi tu nous parles toi aujourd'hui ? Alors moi je vais vous parler d'un podcast qui s'appelle Expat Heroes. Expat Heroes, très bien. Et nous avons un invité aujourd'hui, mesdames et messieurs, en la personne de Stan. Stan qui est le créateur d'un podcast qui s'appelle Nomade Digital et puis d'un autre qui s'appelle aussi Marketing Mania. Bonjour Stan. Salut César, Ça va ? très bien. La Très pêche ? content d'être là. Tu nous reviens d'où là ? Du Vietnam. Du Vietnam. Ouais. On va parler de toi, on va parler de ta vie, puis on va aussi parler de ton podcast. Tu es un auditeur du Podcastor ? Je suis un fidèle auditeur du Podcastor depuis le 2e épisode. Excellent, ça fait plaisir. Merci en tout cas d'être là. Est-ce que tout le monde est chaud là ? Est-ce que tout le monde est bouillant pour commencer cette émission dans la bonne humeur ou pas ? Oui. Ouais. La chaleur qu'il fait dans le studio, mec. Ouais, c'est vrai. Il fait moins 1000, il fait plus 1000, on n'a pas de clim, il fait plus 1000, autant pour moi. Chers amis, le début de l'émission, avant de commencer, j'ai envie de vous dire que on va faire les news, hein, on va faire ça comme ça. Et on commence donc ces Podcast News, chers amis, avec un site qu'on aime bien dans le monde du podcast, c'est PodCloud. Et oui, nos amis, qu'on ne connaît pas d'ailleurs, donc ce sont pas vraiment nos amis, ont fêté dernièrement le fait d'avoir 5000 podcasts hébergés sur leur plateforme. Plateforme, une bien bonne nouvelle donc, et qui selon leur page Facebook sera accompagnée de quelques surprises pour la communauté. On vous tient bien évidemment au courant, chers amis, en tout cas, bravo à eux. On a de cesse de vous répéter que le podcast et sa podcastphère prennent de l'ampleur et si vous vous en doutiez encore, eh bien cette news va finir de vous en persuader. Reid Hoffman, célèbre investisseur de la Silicon Valley qui anime le podcast Masters of Scale, a reçu dans son émission Mark Zuckerberg. Le patron et fondateur de Facebook est venu parler de ses compagnies parties de zéro pour finalement peser des milliards de dollars. L'occasion pour moi de vous annoncer que dans 2 semaines nous recevrons Zinedine Zidane, Steven Spielberg et Vladimir Poutine, chers amis. Il y a du monde dans la podcastphère, les amis. Ainsi, on dit bonjour à Vlan, une émission qui se présente comme l'émission du marketing à l'ère digitale, un podcast sous forme d'une discussion entre son animateur Grégory Pouy et une personnalité bien sûr en rapport avec le concept, sinon ça ne marche pas. Ça sort tous les mardis, 3 épisodes sont déjà en ligne, allez écoutez ça. Nouveauté toujours, vous pouvez désormais écouter le Zapodcast. Tous les mois, vous pourrez donc écouter un condensé des meilleurs moments des podcasts francophones. C'est une émission participative, alors si vous tombez sur un moment drôle ou mémorable de votre podcast préféré, comme par exemple le Podcastor, eh bien, n'hésitez pas à leur envoyer ce moment-là. 2 épisodes sont déjà sur la toile, chers amis.
Et puis on termine cette liste des nouveaux podcasts avec OLR, aka On ne lâche rien, un streetcast qui s'inscrit donc dans la continuité des podcasts dits lifestyle et qui parle de technologie. Je vais placer un petit lifestyle pour faire plaisir à Omar. Une émission ultra participative donc, qui revient sur des thèmes ayant interpellé les gens et qui est ouverte à toute réaction. L'épisode 1 intitulé Un suppo et dodo est en ligne. Allez donc, écoutez ça, chers amis. Voilà. Podcast News, rondement mené. Qu'est-ce qu'on dit? Est-ce que ce serait pas le moment de la question à la con, histoire de savoir qui débute et surtout qui choisit l'ordre de l'émission? Alors je vous en ai choisi une pas mal. Messieurs et madame, mademoiselle, pourriez-vous nous dire pourquoi les sièges de cinéma sont rouges? Attention, 2 réponses sont acceptées. Omar. Menstruation. Qu'est-ce que c'est que cette Je ne dis rien, J'ai la honte de partager mon micro avec lui. Oui, Guillaume, du coup? Non, j'ai réfléchi encore. Très bien. Quelqu'un a une idée? Peut-être pour qu'on les repère dans le noir quand on arrive, c'est un peu la bourre, il fait sombre et on se vautre pas. Je connais cette théorie. C'est pas rouge phosphorescent, Pierre. Quand même, une salle c'était noir, ce serait problématique. Oui, c'est vrai. Mais ça existe, par contre, nonobstant. Arthur? Moi, je connais la réponse, donc je l'ai dit. Ah ouais, tu connais la réponse? Oui. Ah oui, c'est vrai qu'on en avait parlé en plus. C'est ça, exactement. Ouais, mais je pense que Omar aussi a dû laisser un peu traîner ses oreilles dans l'open space à une certaine époque. Pas du tout. Je pensais que vous écoutez pas du tout quand je parle normalement dans l'open space. Donc c'est pour ça que je me suis dit, vas-y, on va faire la question. Manon, Alors, une idée? Pas du tout. Stan? Alors moi j'ai une idée mais qui fait honte, c'est les taches de coca. Mais comme le coca c'est noir de toute façon, ça ne fonctionne pas. Ah, ça peut marcher surtout aux États-Unis. Guillaume? J'ai vraiment aucune idée. Je vais te dire que je sais pas. Très bien. Alors merci Guillaume. Je sais pas. Du coup, c'est Omar qui gagne puisque les menstruations est une bonne réponse puisque avant vous le saviez. En fait, la vraie bonne réponse, c'était que les salles de cinéma sont en fait des anciennes salles de théâtre, en tout cas depuis la fin du 19e siècle, et que par exemple, qu'est-ce qui est le plus opposé au vert dans les salles? Eh bien, c'est le rouge, et le vert est une couleur maudite au théâtre. Donc c'est pour ça que les salles étaient, les salles de théâtre avaient des fauteuils rouges et que du coup ils n'ont pas changé, ils n'ont pas construit d'énormes complexes. Enfin si, depuis, pour pouvoir projeter The Avengers et compagnie. Et donc voilà, mais la menstruation féminine était également une bonne réponse puisque avant. Il y a quoi? Il y a deux bonnes réponses? Oui, il y a 2 bonnes réponses. Il y a 2 réponses valables. C'est aussi, ça fait partie en tout cas. La réponse, c'est la réponse des porcs. Quoi. C'est une légende urbaine un peu, tu vois, genre que avant. C'est pas une bonne réponse. Si, c'est une bonne D'abord, réponse. je pense qu'il l'avait entendu, et en plus, c'est pas une bonne réponse. Quoi. Si, il fait style. Je jure que je ne l'ai pas entendu. Et genre, tu t'es dit menstruation. Je le savais. Tu l'as entendu. C'est affligeant. Plutôt que de l'avoir deviné, tu veux dire. Il déteste perdre. Ouais, c'est vrai. Non, mais tu sais que j'ai failli dire, je sais pas, un truc héritage du théâtre. Mais sans savoir pourquoi. Ouais, mais du coup, ça aurait pas marché, mec. Ouais, non, mais Guillaume, c'est trop tard. C'est la fin, Guillaume. Parce que il y a eu un buzzer, quelque chose, parce que vraiment, j'étais à toi de dire. Non, il y a rien eu. C'est bon, c'est Omar qui gagne. Omar, du coup, tu peux déterminer l'ordre de cette émission. Non, il peut pas. Lui, il pique son micro, son micro. On va commencer par Manon. Honneur aux dames. Ah, d'accord, très bien. Donc Manon, tu viens nous parler d'un podcast Expat Heroes, c'est bien ça? Exactement. Eh bien alors, en quoi cela consiste? Alors, Expat Heroes, c'est un podcast à destination des expatriés, lancé par Cristina Filipe Araujo, désolée si je prononce mal son nom, il y a quelques mois. Et donc c'est un podcast que j'ai trouvé très inspirant pour les Français qui vivent à l'étranger ou pour ceux qui ont envie de s'installer dans un autre pays. Car il y a plein de conseils qui sont donnés pour mieux s'adapter et surtout se réaliser en dehors de France. Alors on peut retrouver ce podcast un mardi sur 2, des témoignages de francophones installés dans le monde entier et qui expliquent ce qui les a poussés à vivre dans un autre pays et comment ils ont réussi à s'accomplir professionnellement et personnellement. Alors Christina, donc à l'initiative de ce projet, a eu l'idée de créer ce podcast car elle vit elle-même depuis 8 ans à l'étranger et elle a fait plusieurs pays comme Madrid, la Suède et maintenant, enfin l'Espagne pardon, et maintenant le Royaume-Uni. Et donc elle trouvait qu'il manquait dans l'univers du podcast un podcast qui est entièrement dédié à la vie des Français à l'étranger, car sur internet on peut trouver plein d'informations sur l'installation à l'étranger, il y a des blogs, il y a des groupes Facebook avec des guides.
Sur place, on peut même se rapprocher d'autres Français en allant dans les structures d'accueil à l'étranger. Et après, dans l'univers du podcast, il existe déjà des podcasts sur l'univers du voyage, des gens qui partent faire le tour du monde en mode nomade. Mais il n'y avait pas... Petite dédicace. Mais il n'y avait pas de podcast en français sur l'impact personnel et humain donc de l'expatriation. Et donc, elle a eu envie, à travers ces témoignages, d'apporter à ceux qui sont à l'étranger, parfois qui peuvent être en perte de repères, un peu du réconfort, de l'inspiration, leur donner la force de se réaliser à l'étranger et de faire de cette expérience une réussite. Alors, ce podcast n'est pas un énième guide comme on pourrait le penser, mais une vraie source d'inspiration. Et donc, je vous propose d'écouter un extrait du premier épisode intitulé « Pourquoi Expat Heroes ?» et donc où Christina présente son projet. Donc, ce que tu auras dans ce podcast, c'est d'abord du vrai, des témoignages de gens qui sont pour de vrai à l'étranger, hein, comme toi et moi. Quoi de mieux que des gens qui sont sur place pour vraiment témoigner de la réalité du pays, du concret, comment les gens qui partent pour des raisons professionnelles à l'étranger se débrouillent. Si c'est un projet familial, est-ce que les deux dans le couple travaillent? Si les enfants font partie de l'aventure, comment ils sont scolarisés, où est-ce qu'ils vont faire leurs courses, tout bêtement. Et enfin, tu trouveras aussi des clés pour déchiffrer les codes culturels et surtout de l'inspiration, du sens. Parce que c'est primordial de donner un sens à son expatriation. Parce qu'à l'étranger, donc je le disais, on se retrouve vraiment en dehors de sa zone de confort et ça peut être vraiment déstabilisant. On est seul, donc on a besoin de se recréer un réseau. Donc on se rapproche du réseau des Français s'il y en a, et au début, c'est pas évident. C'est pas toujours possible aussi de se recréer un réseau au niveau local, en fonction des pays. Donc à travers ces parcours inspirants, Expat Heroes te donnera des clés pour mieux s'adapter et surtout se réaliser à l'étranger. Vous appelez ça des expatriés, j'appelle ça des traîtres. Mais bon, c'est... c'est comme vous voulez, bien entendu. De Gaulle. Ah, il avait pas le choix, c'était pour mieux revenir. Manon, n'hésite pas à continuer. Ok, et ce que j'ai vraiment apprécié dans ce podcast, c'est qu'on est loin des clichés qu'on peut avoir à propos de l'expatriation. Et par exemple, on peut souvent penser que les gens sont en vacances, tout simplement. Et là, à travers les interviews, les témoignages, on découvre la réalité de la vie à l'étranger, des parcours qui montrent à quel point l'expatriation peut être enrichissante. D'un point de vue personnel, mais aussi avec des obstacles à surmonter, avec pas seulement la barrière de la langue, le choc culturel ou les aspects pratiques, mais les expatriés doivent parfois lutter avec la solitude, la nostalgie du pays et de leurs proches. Et donc ils essayent de se trouver une place ailleurs. S'ils viennent en couple, parfois le couple peut subir une épreuve, de retrouver des repères et donc de se reconstruire. Et donc, chaque épisode se divise en deux parties. Donc, il y a d'abord l'expérience personnelle. On a entendu un verre. Qui est-ce qui rentre avec un verre? Tous. Personne. Tous. Donc, en deux parties, pardon. Et donc, il y a d'abord l'expérience personnelle de la personne. Donc, la raison pour laquelle elle est partie à l'étranger. Quel métier il exerce ou elle exerce. Ou le projet qu'elle réalise. Et ensuite, en deuxième partie, il y a une visite un peu de la ville où la personne vit, avec des conseils d'endroits où on peut aller, des écoles s'ils ont des enfants. Et donc, je vous propose d'écouter un deuxième extrait. Donc, c'est dans l'épisode 2. Donc, c'est un photographe qui montre comment il a réussi à percer dans la mode, et il nous propose un conseil qui, je pense, peut parler à tout le monde. Mais c'est vrai que le moteur, c'est vraiment d'être dans l'action, parce que c'est vrai que si on réfléchit, on tourne en rond, il faut, c'est vrai que la solution c'est ça, il faut se lancer et puis on voit quoi. Si j'ai un conseil à donner à une personne et ça marche pour quelqu'un qui veut se lancer dans la photo, ça marche pour quelqu'un qui veut partir vivre à l'étranger, ça marche pour tout. Arrêtez de réfléchir. Quand on est parti à Barcelone, on n'avait aucune idée, on s'en rend compte aujourd'hui, on n'avait aucune idée de ce qui nous attendait, mais aucune. On avait 24 ans. On avait 0 sous, on savait pas du tout où on mettait. Bon, évidemment, on a eu la chance d'avoir mes parents qui nous ont aidés un petit peu pour nous installer. Et il y a un moment donné, il faut se lancer, il faut faire. Ça ne marche pas si tu n'as pas une bonne dose d'inconscience. Et je répète, ça s'applique à tout. Ça s'applique à partir vivre à l'étranger, se lancer, dans mon cas, dans la photo, ou si tu veux devenir, je sais pas, artiste peintre.
ou illustrateur, tu vois, enfin, peu importe ce que tu veux faire, si c'est ce que tu veux faire, eh ben, il faut se lancer. Ouais, C'est s'affranchir du regard des autres et surtout du regard de l'éducation qu'on a eue. Ouais. C'est chialabé ouf un peu le mec. Just do it! Do it! Ouais, voilà. J'étais dans la merde, j'avais cet héritage de 5 millions d'euros. Je savais pas quoi faire. Non mais les gars, J'ai bossé, puis ça a marché. non mais vous voulez à l'étranger, faites-le quoi. Nous on l'a fait, on avait 24 ans. Bon, on avait nos parents qui suivaient derrière quoi. Mais bon, ça c'est un détail quoi. Tu vois, il y a pas de souci. Ils sont Mais énormes. non, mais c'est pour montrer que du coup, bah, si on a vraiment. Oui, bien sûr. Ouais, on comprend. Non mais c'est pas sympa parce que le conseil est bon en plus. Oui. Parce que parfois on est. Oui, mais on a le droit de rigoler même sur des bons conseils. Et donc bah, après dans un autre épisode, par exemple, Émilie nous raconte son projet de lancement d'une école, donc qui s'appelle la Petite École de Marianne au Royaume-Uni. Après dans un autre épisode, Louise raconte la difficulté à s'engager en politique quand on n'est pas dans son pays, comment elle s'est engagée d'ailleurs pour les élections présidentielles, ou alors comment Élise est devenue guide touristique à New York. Donc voilà, c'est ce genre d'expériences qui sont racontées dans ce podcast. Et donc pour finir, le seul reproche que je peux faire, on va dire, à ce podcast, c'est de proposer des témoignages de personnes qui sont en couple ou en famille. Enfin, il y a moins de personnes seules qui peuvent être un peu perdues en France et qui ont envie de partir à l'étranger et qui savent pas comment faire. Enfin, je trouve que les témoignages étaient trop. Enfin, il y avait pas assez de profils. Ouais, voilà, trop ciblés. Et voilà. Donc après, il y a eu que 8 épisodes, donc peut-être que pour les prochaines fois. C'est peut-être une idée que tu glisses. Voilà, je glisse cette idée. Pourquoi, Thierry? Pierre, pigeon. C'est donc Expat Heroes, c'est le podcast que nous présentait Manon. Est-ce qu'on est bon à part Stan, hein, bien sûr, on sait que tu es expatrié. Comment ça se passe toi d'ailleurs ton statut d'expatrié vietnamien? Moi, j'ai pas quelqu'un qui a trop le mal du pays. En revanche, il y a des petits détails, tu vois. Et un truc que j'ai découvert récemment au Ho Chi Minh, c'est un resto tenu par un Français qui fait des croissants. Et je peux te dire que le dimanche matin, je fais une demi-heure de taxi pour aller manger un croissant. Et c'est un truc, c'est tout con, c'est un petit détail, mais ça te prend au cœur. Ouais. Parce que les croissants, c'est un truc typiquement français que tu ne trouves nulle part. Et tu manges un croissant n'importe où ailleurs, il est en plastique. Ouais. Tu vois la diff un peu de ces pays où tout coûte cher. Ouais, je vais en taxi chercher les croissants. Et le taxi, c'est 1,50€. Oh là là. Pour aller chercher ton croissant. Ah bah, ça c'est pas à Paris que tu ferais ça, hein, j'ai envie de te dire. Disons que le taxi est plus cher que ton ticket de métro en fait. What? Moins cher. Moins cher, ouais. Toi Guillaume, qu'est-ce que t'as pensé de la présentation, en tout cas du podcast de Manon? Bah, c'était magnifique. Non mais pas sa présentation, mais genre le podcast, est-ce que tu l'as écouté? Oui, non, est-ce que ça te donne envie de... Alors je l'ai jamais écouté. Tu sais, on est au 30e épisode là Guillaume, donc normalement je devrais venir en dessous naturellement quoi. Ouais, Pardon. Il est trop sous. C'est pas du tout, mec. Ce que je veux dire, c'est que j'ai jamais écouté, mais j'ai bien aimé en fait ce qu'a dit Manon au tout début, c'est que l'impression que j'en ai, c'est que le podcast tombe pas dans le travers du podcast touristique, et où on va décrire un pays et ce qu'on y trouve sur place. On est vraiment dans des trajectoires humaines et pas du social, mais en tout cas comment les gens apprennent à vivre dans un environnement différent. Je trouve ça nouveau par rapport à quelques podcasts qu'on a déjà écoutés qui sont très bien aussi, mais qui sont plus sur l'expérience à l'étranger, la culture d'un pays, les différences culturelles qu'on rencontre. Tout là, c'est vraiment comment je retrouve une vie quotidienne ailleurs. Omardo. Oui, alors je tiens à dire qu'à la différence de mon collègue de micro, j'avais écouté, bien sûr. Il savait, entendu. Non, ce qui est sympa, c'est que Christina nous avait envoyé, lorsqu'elle a lancé son projet, un petit mail en nous indiquant la sortie, et on en avait parlé d'ailleurs dans les suggestions des auditeurs. Et moi, j'ai vécu une petite expérience d'expatrié. Allez, c'est parti. Voilà. Alors, Moi. Alors moi, Et puis je te le donne en mille, ou est-ce que j'étais expatrié? Vas-y, dis-le, ça te fera plaisir. Ça te fera du bien. Ouais, bon, j'étais expatrié à New York. Allez. Voilà, c'était plutôt cool. Et comment tu sais, Arthur, qu'il était à Chinatown? C'est vrai que j'ai vécu à Chinatown. Moi, je sais autre chose, moi. Je sais tout, mais sur autre chose. Tout ce qui est sexualité, ça ne rentre pas dans le micro. Ouais, mais t'avais 24 ans, t'en lâchais, mais bon, t'avais un peu tes darons, t'étais derrière tes parents, de Levallois.
Non, mais c'est vrai, c'est Patrick Balkany, on le dit pas assez. Mais c'est vrai que tu peux te retrouver super seul. Franchement, c'est pas simple, hein, même à New York de partir comme ça. C'est quand même assez compliqué. Et t'as besoin d'avoir des repères. Oui, il existe des sites, il existe des moyens de trouver ce genre d'endroits, ce genre de personnes. Mais le format audio m'aurait vachement plu à ce moment-là. Et je pense que ça m'aurait vachement aidé. Mais j'écoutais l'Afterfoot. Salut à tous, c'est Gilbert Brébois. Christina n'existait pas encore. Et j'ai vécu un petit peu l'expérience de Stan, parce qu'une fois avec les potes, on était monté à Montréal 4-5 jours, parce que c'est tranquille, histoire de déconner. Voilà. Et on était tombé sur une boulangerie. Je peux dire qu'on est parti de la boulangerie à la fin du week-end avec un sac rempli de baguettes, de croissants, parce qu'ils arrivaient à faire ce croustillant qu'on a en France. Et c'est vrai que c'est très difficile à trouver à l'étranger en général. C'est ouf. Comment se fait-il que d'ailleurs qu'à travers les pays on soit les seuls à savoir faire du pain, quoi? Le croustillant, c'est chez nous. Croustillant, gourmand, croquant. Et vous, Expat Heroes, merci beaucoup Omar pour avoir partagé ton expérience d'expatrié. Moi j'ai vécu 2 ans à Bruxelles, mais c'est un pays francophone et c'est pas très loin. Est-ce que j'étais expat ou pas? Oui. Ouais. Alors je peux vous raconter, alors j'étais expat à Bruxelles. Mes parents m'ont un petit peu aidé. Non, ils appellent ça alors moi je dis chocolatine. Les connards disent pain au chocolat. Chocolatine, c'est pas le croissant. Non. Et par exemple pour le pain au chocolat pour les connards, la chocolatine pour les vrais. Et là-bas ils appellent ça une cook au chocolat. Il vient de lâcher 80% de notre auditoire. Ouais, tout à fait. Je revendique. Je fais de la muscu, venez me voir au studio, il n'y a pas de une cook au chocolat, ils disent en Belgique, du coup. Mais voilà, c'était juste des petits trucs d'expat où on apprend un peu le vocabulaire des autochtones de l'autre côté de la frontière. Voilà. Pierre, t'en as pensé quoi? Bah moi, j'avais plus de remarques à faire en fait sur la forme que sur le fond. Je trouvais qu'elle est... That's what she said. Pardon. Non mais je voulais dire que je trouvais qu'elle avait une... Enfin, elle était assez pédagogue dans son discours et qu'elle avait une voix douce et maternelle et que c'était plutôt agréable. Yes. Ouais, voilà, c'était tout pour moi. Ah mais j'avais pas compris, je croyais qu'il parlait de Manon, moi. Mais non, pas du tout. D'accord. Ah, merde. Non, on a mis quoi dans votre ginto, les potes? Petit moment gênant dans le studio. C'est clair. Arthur, toi, t'as été expat à Montréal en plus. Bah ouais. Du coup, moi, ça m'intéressait pas mal et j'ai écouté un peu aussi. Donc, voilà. Et j'ai un peu, enfin, pas les mêmes reproches, mais les mêmes idées, le même ressenti sur le podcast que Manon. En fait, je trouve que c'est orienté c'est un peu sérieux pour moi. Voilà, pour dire dans toute honnêteté. Je trouve ça un peu, et ça manque un peu du côté un peu excitant de l'expatriation. C'est un côté pratique, quoi. C'est ça en fait, c'est très pratique, c'est très. T'as écouté un peu? Ouais, bien sûr, bien sûr. Parce que le dernier épisode, j'ai trouvé assez excitant. Bon, après, il me touchait particulièrement parce qu'il était sur New York. Ah d'accord, ok. Bah alors, Pierre me regarde quand j'ai dit excitant. Ouais. Je crois qu'il m'imaginait en train de me toucher. Bienvenue dans les sex shops d'Amsterdam. Non, enfin, après, ça me touchait particulièrement parce que je sais. New York. Ouais, voilà. Enfin, c'est excitant, ça me touchait. On a compris, Omar. D'accord. Pas de problème. Ça s'appelle donc Expat. Pardon, Arthur, tu voulais rajouter un truc? Non, voilà. Donc ça. Près du micro. Voilà, je trouvais que ça manquait un peu le côté fun, le côté un peu rencontre avec les locaux. Fête, attends, ils parlent pas la langue, hein, les mecs. Hein. Non, mais voilà, justement, c'est peut-être que juste les invités qu'elle a choisis, c'était pas encore les bons. Enfin, je sais pas. C'était pas les bons invités. Non, non, c'est pas ce que je voulais dire. Je retire. C'est à moitié pissé dessus, putain. Tu viens de bâcher 100% de ces invités. C'est clair. Non, mais après, peut-être qu'elle choisit pas les bons invités. Peut-être qu'elle n'a aucun talent. Enfin, je sais pas quoi. Il est con, ce mec, putain. Bref. Et donc voilà. Donc voilà. Donc bah voilà. Moi, je trouve qu'il y a. Ok, merci Arthur. Allez, au revoir. Ok. Merci beaucoup Arthur. Très bien. Tu n'hésites pas à lever la main pour ta prochaine intervention. Ça s'appelle donc Expat Heroes. C'est un podcast qui est fait donc pour les expatriés français, même si vous n'êtes pas expatrié, que vous habitez en France, comme les vrais, j'ai envie de dire, ceux qui restent même dans la chaleur et la torpeur de maréchal. Exactement. Oh non. C'est insupportable. On va pas pouvoir tout couper, Guillaume, ok? Ça sort tous les combien, Manon?
Alors c'est un mardi sur 2. Un mardi sur 2, donc c'est bimensuel si je ne m'abuse. Allez écoutez ça, c'est cool. Merci beaucoup Manon. Ça rien, elle a pas écouté. Je t'en prie. Non mais ça a l'air cool. Moi j'écoute aucun podcast. Hein. De toute façon tous les auditeurs le savent depuis le début. Moi je viens, je fais les podcast news. Après tout le reste du temps, je fais. On sait très bien quel est mon rôle à l'intérieur de cette émission. Omar, qui c'est qui vient après? On va enchaîner avec Guillaume Jiquel. Guillaume Jiquel qui nous parle donc d'un podcast éducatif. Non, alors pas vraiment. C'était une fausse piste en fait. Ah, fausse piste. Enfin, merci de nous piéger quoi. Non mais c'était pas une fausse piste, mais c'est un peu plus alambiqué que ça. Je vois que t'as 4 extraits de pratiquement plus d'1 minute chacun. Ouais, parce que j'ai un vrai coup de cœur. Ah. j'ai beaucoup aimé. Est-ce que ça veut dire que genre les 29 autres podcasts que tu as présentés avant, c'était pas des vrais coups de cœur? Non, j'ai eu plusieurs fois beaucoup d'extraits. Ok, merci. Mais c'est vrai que dernièrement, comme vous m'aviez fait remarquer que je parlais beaucoup, j'ai essayé de faire court. Mais aujourd'hui, j'ai décidé que vous alliez vous faire foutre et que j'allais parler autant que je voulais de mon podcast. Oh non, vas-y, on est 1000 autour de la table et tout là. C'est pas grave, vous aurez qu'à couper. C'est pas lui qui fait le montage quoi. Quel bâtard. Ouais, je vais parler de Nouvelle École. Allez, prenez tous une grande inspiration. Vous avez le temps d'aller faire pipi. Une grande boulette de bière hein, surtout. Je vais parler de Nouvelle École, qui est un podcast qui est hosté par Antonin Archer, qui lui-même est un jeune entrepreneur. Et je vais essayer de pas dire de bêtises en le décrivant parce que c'est un podcast d'entretien avec des personnalités, pas au sens notoriété, mais des personnalités fortes. J'ai pas envie de dire entrepreneur, même si dans la pratique c'est un petit peu ça, c'est des gens qui entreprennent, mais ça va, enfin la conversation et le podcast va tellement au-delà de l'univers de l'entreprise que je voudrais pas le réduire à ça et que les gens qui écoutent là pensent que c'est juste ça. C'est plutôt des entretiens avec des gens qui sont avant tout des passionnés de ce qu'ils font. C'est vraiment le dénominateur commun entre tous les gens qui l'interrogent, qui l'interviewent et qui sortent, pour reprendre ces mots à lui, qui sortent des sentiers battus pour s'accomplir dans leur domaine. Et c'est, je crois, je veux pas dire de bêtises, mais je pense que c'est en ça que c'est pour ça que ça s'appelle Nouvelle École, parce que c'est finalement des gens qui arrivent à leur fin. Et quand je dis qu'ils arrivent à leur fin, je parle pas de succès ou de je parle de ceux qui veulent manger quoi. Non, je parle de ceux qui arrivent à faire ce qui les rend heureux. Putain, pire vanne de France depuis 2017. Ah pardon, j'avais même pas compris. Je parle de ceux qui arrivent à faire ce qui les rend heureux, mais par des chemins qui sont pas les chemins les plus traditionnels qu'on connaisse. Donc c'est une nouvelle école de la vie, quoi. C'est une nouvelle école pour nouveau parcours, voilà, nouvelle manière d'avancer. Alors ce que j'ai aimé dans ce podcast. Alors petit 1, j'ai noté chose que j'ai aimé. Il y a un truc que j'aime beaucoup, c'est la diversité des profils, parce que il y a, je sais pas si c'est conscient ou pas, je sais pas si c'est prémédité, mais il y a vraiment des gens très différents et des domaines très différents. Alors il y a une dominante tech, mais pas que. Et franchement, s'il y avait une dominante que tech, je suis pas sûr que ça m'aurait autant plu, parce que je suis pas forcément hyper sensible à ce secteur-là. Pour ceux qui apportent justement de la diversité, il y a notamment Patrick Pellou, l'urgentiste ancien de Charlie Hebdo, Mehdi Maizi, dont on a déjà parlé ici, qui est animateur radio et avant tout spécialiste du rap, un des plus éminents spécialistes du rap en France. Je vois Omar qui gigote à côté de moi. Tu veux dire quelque chose du type ouais gros ou quelque chose? Si, la famille. Voilà, c'est ça. Ça me semblait bien. Il porte tout le poids du rap français sur ses épaules. C'est ça. Attends, en version Levallois-Perret. Il a un t-shirt Public Enemy quoi. C'est vrai. Street cred. Et voilà, donc il y a la dominante tech, mais pas que, avec ces gens-là. Et puis même quand ça parle de gens qui ont plutôt un parcours dans les technologies, il y a une certaine diversité des profils. Par exemple, le dernier en date, si vous voulez l'écouter, ce qui se passe avec Paul Duhan de Base Impact, qui est une entreprise qui s'attache à exploiter la data pour le bien commun. Donc il faut imaginer de quelqu'un qui essaie de mieux faire fonctionner les administrations, les services publics en se concentrant sur une meilleure exploitation des données qu'on recueille sur les gens. Ou encore Alexandre Dana, dont je reparlerai tout à l'heure. Il est dans la vallée, Alexandre. Ouais, celle-là on va la garder quoi. Celle-là on va la garder. Attends, entre Omar dans l'après-midi qui m'a dit je crois que tu es le mec qui animait un cartoon. Vous avez fait très fort aujourd'hui. J'aime bien moi. En tout cas Alexandre Dana, je vous en reparlerai tout à l'heure parce que j'ai vraiment encore particulièrement accroché sur ce podcast là, qui a créé Live Mentor, qui est
une boîte qui propose de prendre des cours en ligne avec des mentors, de trouver son mentor et de se faire suivre par lui en ligne via des cours. Donc ça c'est la première chose, c'est la diversité des profils et qui vraiment amènera tout le monde à trouver son compte. Voilà, c'est pas du tout sectaire comme gens qui l'interrogent. La deuxième chose, c'est, je sais pas s'il le savait ou pas, mais moi je trouve qu'il a un talent d'intervieweur assez singulier, Antonin Archer. Putain merde, je lis un truc. c'est le conducteur de ces interviews est construit, déconstruit. J'ai marqué entre parenthèses, Van coupe de cheveux. Si j'avais construit, déconstruit, on dirait que je parle d'une coupe de cheveux. C'est excellent. Ouais, c'est bon. C'est bon, hein. Excellent, excellent. Ouais, je sais pas pourquoi ça m'était venu comme ça, c'était tout à l'heure. On n'a toujours pas passé d'extrait, là, on est toujours sur ton introduction. Non, on n'a pas passé. Ouais, non, c'est pas une introduction, c'est je te raconte le podcast. Il y a que toi que ça intéresse pas. Ah si, moi je suis très intéressé et je me dis juste merde, tu te consumes. On n'est pas sorti quoi. Non, on n'est pas sorti parce que c'est un très beau podcast et j'ai envie de prendre mon temps pour en parler. Je disais, il a un talent d'intervieweur assez singulier et construit déconstruit. Ouais, construit déconstruit, ça veut dire que mais ça veut dire quelque chose. Ça veut dire qu'il y a effectivement un fil rouge qu'on retrouve dans chacune des interviews. Et en même temps, il laisse un vrai espace de liberté, c'est-à-dire que les gens se présentent pas toujours de la même manière, même si lui, il les tient, on sent qu'il les tient dans un cadre. D'ailleurs, la durée est toujours la même. C'est pas un questionnaire de Proust, mais il a quand même quelques questions qui reviennent de manière récurrente. Mais quand même, au milieu de ça, les gens se racontent de différentes manières. Il a une certaine complicité avec eux. Peut-être que c'est parce qu'il vient du même univers, surtout quand on est sur de la technologie. Il a les mêmes affinités, donc il parle le même langage. Donc c'est vrai on sent qu'ils se trouvent vite. Parfois ils se sont déjà croisés dans des vies antérieures. Mais il met les gens très à l'aise. Ça se sent. C'est agréable de rentrer dans une conversation comme ça parce que nous-mêmes on se sent à l'aise pour l'écouter. Et ça amène les gens à se confier assez facilement. Et c'est l'occasion de mon premier extrait. Et oui, on y arrive tout doucement. Ouais. C'est un extrait qui vient de la conversation qu'il a eue avec Alice Zaguri, qui est CEO de The Family. Pour ceux qui connaîtraient pas, The Family, c'est une structure qui accompagne les entreprises. Je fais attention à comment je le dis parce qu'elle-même dans le podcast dit que c'est pas du tout un accélérateur d'entreprise parce que contrairement aux accélérateurs, eux gardent les entreprises à vie. C'est-à-dire que ils les rejettent pas après dans la nature, ils les gardent tout au long de leur vie d'entreprise. Et elle raconte dans cet extrait-là, la rencontre entre Oussama Ammar, qui est son collaborateur dans le cadre de The Family, avec Paul Graham, qui est un peu son homologue américain, puisque c'est le créateur de E-Combinator. Et elle raconte comment ils se sont... Il y a Omar à côté de toi, il est bouillant, là, il est comme ça. Et elle raconte dans l'extrait, qui va certainement beaucoup te plaire, César, parce que c'est un extrait purement marketing, vraiment un grand moment de création d'entreprise, comment le naming de The Family a évolué au moment de cette rencontre et ce que ça a symbolisé pour eux en termes d'ambition et de cheminement. Il était au bar et il tombe sur Oussama, il tombe sur Paul Graham et là il bug complet et en fait forcément il l'invite à découvrir The Family. Il dit mais tu connais pas The Family et Jude et là il commence à échanger et ils échangent toute la nuit par email et un des premiers trucs que Paul Graham lui dit c'est pourquoi est-ce que The Family s'écrit en un seul mot? Comment ça les gars? Ça fait un peu penser à une scène dans Facebook, ouais, bien sûr. The Facebook. Ouais. et le mec tique là-dessus et quand ça me dit ça, je dis ouais, sérieux? T'as rencontré Paul Graham et t'as parlé de ça. Mais non, mais en fait, bien sûr, ça en dit long sur le manque d'ambition en fait. Écrire The Family tout attaché. C'est se dire on est des internet people quoi, on écrit un nom comme une URL tout attaché quoi. Et donc on n'osait pas own the concept, c'est-à-dire prendre carrément le concept en entier de la famille. On s'était même pas posé la question. Et sortir de votre étiquette .com. Ouais, ou alors pour le coup .co, mais sortir de ce microcosme internet people. Et d'assumer vraiment que cette génération va potentiellement changer le monde. Tu veux dire incarner quelque chose de plus grand, un peu politique même, de plus porteur. Pour bien comprendre cet extrait, encore une fois, si vous connaissez pas The Family, c'est le concept, c'est un petit peu ça. Elle le décrit de cette manière. Elle dit ce qu'on apporte aux entreprises, c'est 3 choses fondamentales: les bonnes manières, donc la bonne manière de gérer et d'emmener son entreprise, des
des facilities, donc des tarifs préférentiels, voilà, avec tous les prestataires auxquels on peut avoir recours quand on drive une entreprise, et puis l'accès au capital. Et du coup, il y a vraiment cette notion de très patriarcale on prend les entreprises et on les accueille, on les héberge, on les élève et on les prend sous notre aile. Donc il y avait l'ambition de s'appeler The Family était apparemment hyper importante, et c'est ce moment-là où ils l'ont vraiment, elle le dit, assumé. Juste pour faire écho à ce que je disais sur le fait que Antonin, il a la bonne attitude pour attirer les confidences, c'est que ce qu'elle dit juste après, c'est que au moment où elle lui confie, c'est pas encore annoncé. Donc la boîte s'appelle encore The Family en un mot. Voilà. Donc ça c'est quelque chose qui est très prégnant chez lui et qu'on retrouve partout. Les gens, on sent que les gens qui les connaissent ou pas se sentent à l'aise avec lui et se confient assez facilement. Annoncer quoi? Que The Family allait se scinder, c'est-à-dire que ça s'appelait The Family en un mot. Parce que c'est pas dans l'extrait, je crois. Si, il parle de ça un moment. Si, elle le dit. Elle a dit que non mais ah bah pardon, si j'ai pas laissé l'extrait assez longtemps. On a dit, je te dis en exclusivité. Oui. The Family va changer de nom. Ah oui, d'accord. Ah pardon, elle le dit pas qu'il doit Oui, c'est vrai. Paul Graham leur dit pourquoi vous le mettez en un mot, et effectivement après elle aboutit en disant que ils vont eux-mêmes faire le cheminement de le séparer. Ouais, t'as raison. Désolé, j'avais pas laissé l'extrait assez loin. La troisième chose qui me plaît beaucoup dans le podcast. J'ai tout écouté. Ouais, tu es pardonné. Bon, il a tout écouté, il connaissait pas ce podcast, donc je lui souffle. C'est vrai. La troisième chose que j'aime beaucoup dans le combat de beats de podcast, quoi. Incroyable, quoi. Bah, on aime les podcasts et on le dit, et c'est vrai qu'on passe des moments formidables. C'est génial. Les podcasts sont merveilleux. Vous savez, les podcasts, c'est ma grande passion. C'est cool. La dernière chose, c'est je l'ai effleuré un tout petit peu tout à l'heure, c'est le spectre très large de l'interview qui va bien au-delà de l'aspect entreprise. On est vraiment, c'est pour ça que je fais attention à pas le qualifier de podcast entrepreneurial, parce que c'est pas juste comment j'ai réussi, ce que j'ai fait et le temps que ça m'a pris et les difficultés que j'ai rencontrées. C'est vraiment des mecs qui s'installent sur un secteur et qui en sont passionnés et qui l'expriment selon tous les versants du secteur. Et je voudrais revenir sur Alexandre Dana, qui est donc un prof, mais un prof d'un profil très particulier, parce que c'est un prof qui a jamais enseigné dans le circuit académique classique. Il a toujours enseigné, il a enseigné à domicile quand même, mais il a très tôt commencé à enseigner à distance sur Skype, et il a monté Live Mentor, qui est un concept éducatif qui s'appuie sur l'enseignement à distance, mais surtout, et c'est là que c'est un peu paradoxal, mais c'est hyper intéressant comme vision, qui s'appuie sur la relation et la rencontre et l'adéquation entre un élève et son mentor. Ce qui est un truc qu'on a du mal à envisager à distance et via internet, parce qu'on se dirait que pour qu'une relation se tisse, il faut qu'il y ait un lien physique, mais justement ils sont dans un concept numérique, mais qui s'appuie sur la qualité de la relation et surtout la cohésion entre le mentor et son élève. Et dans l'interview, ils prennent du temps pour explorer la vision de l'éducation d'Alexandre, et à un moment Antonin lui demande si, grosso modo, comment il voit l'éducation aujourd'hui et quelles sont selon lui les failles du système éducatif aujourd'hui et comment il le changerait s'il devait le changer. J'ai presque envie de vous poser la question à vous d'abord, parce qu'en plus on est dans un moment quand même en France, on est dans un moment où l'éducation est un vrai sujet, puisque c'est une des choses qui va certainement changer, qui va évoluer, qui est toujours en question, mais là qui après va changer prochainement. Est-ce que vous avez un avis, une idée sur ce qui fonctionne ou ce qui fonctionne pas, surtout dans le système éducatif actuel, et qui pourrait changer? Pour moi, c'est l'égalité des chances, simplement. L'égalité des chances, que tu vois, genre, bon, après, vraiment, on pourra en parler très longtemps, mais quand tu regardes, genre, par exemple, les lycées ou les collèges qui sont en semi-contrat avec l'État, qui reçoivent qui reçoivent donc des sous de l'État, et qui alors qu'ils utilisent des filtres à élèves juste pour pouvoir conserver par exemple une réussite au bac hyper importante qui leur permet d'avoir un classement, etc. Tu vois, du coup, qui plutôt que de garder les élèves en difficulté, c'est-à-dire ceux qui auraient le plus besoin justement d'avoir une éducation de qualité, les virent justement pour pouvoir garder ce pourcentage élevé de réussite au bac. Ça par exemple, je trouve ça scandaleux. C'est simplement
j'aimerais qu'on puisse faire en sorte que un mec qui est dans le public, qui est dans un lycée public ou dans un collège public de cité ou du fin fond de la campagne ou même dans une ville, on s'en fout, tu vois. Mais un truc où on dit que c'est mal classé avec des mauvais professeurs, etc., qui puisse avoir autant de chances de pouvoir avoir son bac, de pouvoir faire des études derrière et de pouvoir simplement réussir dans la vie, quoi. Genre, pour moi, ça doit être ça le rôle de l'éducation, et c'est national, et ça l'est pas aujourd'hui, quoi. Il y a trop d'inégalités encore, je trouve. Il y a un autre avis? Ouais, moi ce qui me dérange le plus, c'est un peu les notes, les classements des élèves. Enfin, ça, je trouve que c'est très français de mettre 14,75 un élève. Enfin, c'est trop précis. Parfois, ça peut mettre certains élèves enfin, ils peuvent se sentir pas du tout à l'aise parce qu'ils sont au milieu au milieu du classement ou dernier du classement. Tout le monde est au courant qui est le dernier, qui est le premier. Donc ça crée un peu des tensions, et on valorise pas ces enfants-là qui peuvent avoir d'autres qualités dans d'autres matières. Et aussi peut-être pas assez de culture générale, ou même les langues, enfin les cours de langue, peut-être que ça soit un peu plus sympa. Parce que et juste pour rebondir sur ce que disait Manon, pour moi il y a un gros problème aussi au niveau de la pas forcément de la quantité d'informations qu'on te donne, mais de la manière avec laquelle elle est donnée, quoi. C'est genre vraiment, genre apprends par cœur et puis vomis-le sans structure sur une feuille. Tu vois, genre quand tu fais des contrôles. Mais pour moi, l'éducation, c'est quand même un truc qui à la base est censé stimuler, tu vois, genre ta créativité. C'est ludique. C'est pas assez ludique. Genre censé stimuler ta créativité, ton imagination, je sais pas, genre faire travailler un truc comme ça, te faire apprendre un truc par cœur et juste te le faire revomir sur un truc sans vraiment de méthodologie, en te disant c'est bien, tu l'as bien appris, sauf que au final c'est pas beaucoup, enfin tu vois, t'as pas gagné d'intelligence, quoi. T'as appris un truc que t'as réussi à restituer, mais que tu vas apprendre, que tu vas oublier un an plus tard, quoi. Et du coup c'est un coup d'épée dans l'eau, quoi. Arthur, Stan, vous avez peut-être vu des systèmes éducatifs différents, vous avez un avis ou pas? Moi, il y a une idée qui m'a toujours assez fasciné, c'est celle de la CAD Academy. Et en gros, ils disent comment ça se fait que tu mets un gosse dans une salle, tu lui fais écouter un prof, tu lui fais écrire sur son petit cahier, et ensuite il rentre chez lui et doit faire ses devoirs tout seul. Et eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils publient des vidéos en ligne, en fait, où tu peux apprendre les maths, la physique, l'histoire, etc. Et en fait, ils disent pourquoi est-ce qu'on n'envoie pas le gosse chez lui? Il peut regarder les vidéos tout seul, il n'a pas besoin d'un prof qui lui répète la même chose tout le temps. Et en fait, le professeur et la salle de classe va être utilisé pour pratiquer, pour faire les devoirs, pour faire les exercices, comme un espèce d'atelier, en fait. Et pour pouvoir, ils appellent ça inverser la salle de classe et inverser les deux. Et moi, c'est un truc qui m'a pas mal marqué, parce qu'il me semble que du coup, t'évites que le prof ait besoin de répéter en systématique les choses. C'est un peu le côté entrepreneur où tu dis pourquoi est-ce on a un gars qui fait le même process tous les jours, ça pourrait être systématisé. Et de l'autre côté, t'as un gamin qui, c'est pas ses parents maintenant qui lui font faire ses devoirs, c'est un prof, ça peut être mieux encadré. C'est dans quel pays ça? Khan Academy, c'est un gars qui a monté ça en ligne, c'est pas encore institutionnalisé, mais en gros, lui, je vais peut-être dire une bêtise, mais il me semble qu'il est d'origine indienne. Et leur idée de départ, c'est effectivement de pouvoir apporter ça dans les pays en fait où ils n'ont pas de toute façon le système éducatif, et pouvoir monter ça ici, là où il n'y a pas de toute façon les ressources. Ok, bon, c'est intéressant. On va. Non, tu voulais dire un truc, Arthur, pardon? Oui. Enfin, moi, je voulais juste dire à propos de ta question sur le système éducatif différent. Je trouvais que, en tout cas, le système éducatif canadien, anglophone, en fait, il valorise plus l'individu et les choix personnels. Et je trouve que c'est beaucoup plus healthy, quoi. Enfin, je sais pas comment dire ça en français. Sain, ouais, c'est ça. C'est sain pour la personne. Et puis on valoriser l'individualité et pouvoir choisir les cours, les choses que chacun dont chacun est intéressé. Ça, c'est vraiment important, je trouve. Okay. Et pas juste mettre tout à la portée de chacun et puis et puis ne pas supporter, ne pas donner du soutien à l'individualité. Je trouve que ça c'est important. Voilà. Ouais, Omar, tu voulais dire un truc? Plus sain. Ok, on va écouter la vision. Non mais c'est bien, c'est intéressant. Et puis je crois qu'il y a des choses qui se rapprochent un petit peu quand même de la vision d'Alexandre, qui est évidemment liée à ce que lui essaye d'apporter dans son entrepreneuriat. Ça se passe en 3 morceaux. On écoute le premier. Pour moi, il y a plusieurs choses. Il y a, premièrement, effectivement, ce manque de parcours pluridisciplinaire. Je trouve que c'est pas assez pluridisciplinaire. C'est ça. Parce que qu'on pourrait penser quand même que jusqu'à la terminale, on apprend vraiment de tout. Non, on apprend pas tout. Non. Je veux dire, le nombre de matières disponibles au collège et au lycée, il est extrêmement réduit. Ah d'accord.
C'est-à-dire, t'as pas de cours de danse, t'as pas de cours de théâtre, t'as pas de cours de chinois, t'as pas de cours de programmation, t'as pas de cours de design, t'as pas de cours de montage vidéo, t'as aucun enseignement. C'est vrai que ces cours sont pas disponibles. Non, mais t'as aucun enseignement sur la nutrition, par exemple. C'est juste hallucinant. Moi, je le vois quand je parle aux élèves adultes sur Live Mentor, c'est le genre de matière qui est réclamée. T'as plein d'enseignements qui sont pas disponibles. Donc t'as un problème de diversité des choix, diversité des options, alors que tu ouvres ton ordinateur et tu as accès à des cours, de la connaissance sur à peu près tous les sujets. Donc il y a une séparation trop forte entre ce qu'on apprend à l'école et ce qu'on peut apprendre sur Internet. Là, c'est la première chose, vous l'avez un peu évoqué, hein, parce que tous les trois là, Stan avec la capacité qu'auraient les gens, l'accès déjà à la matière et à l'information qu'ont les gens chez eux, on n'est pas obligé forcément de leur répéter les choses. Et puis César, tu disais essayer d'ouvrir vers plus d'horizons le plus tôt possible. Je vous propose d'enchaîner tout de suite avec le deuxième constat. La première chose, c'est déjà pourquoi un bac+5 pour être prof en primaire et pourquoi un bac+5 quel que soit le domaine. C'est-à-dire qu'il suffit que tu aies un bac+5 en histoire, en physique, en quoi que ce soit, philo, pour postuler. Déjà, il y a un premier problème. Deuxième problème, c'est qu'il n'y a pas du tout l'accompagnement nécessaire entre les profs pour que ça marche. Et le troisième problème, c'est que la manière dont sont traités les profs en France est super dure. Et c'est même pas tant le salaire qui est honteux, mais c'est surtout les moyens qu'on leur donne. Quand tu es prof, par exemple en Suisse, il est fréquent d'avoir uniquement 15 élèves et un budget pour que tu organises plein de choses avec tes élèves durant l'année. Et t'es estimé, quoi, t'es reconnu, t'es vraiment reconnu. Ça, c'est une question de nombre de profs, tu penses ? Parce que justement, c'est un débat qui revient souvent, c'est la question du nombre de profs. Non, je pense qu'il n'y a pas assez de profs, il n'y en aura jamais assez, mais c'est une question de ce que nous, on donne via l'éducation nationale aux profs. On leur donne pas grand chose, on leur donne pas de formation, on leur donne pas d'accompagnement. Le message qu'on leur donne, c'est écris bien tes cours la première année parce que tu vas les répéter pendant 30 ans. Effectivement, donc le deuxième truc, c'est la valorisation des profs et la place qu'on leur donne. C'est un des points clés du business qu'il a monté lui, parce que encore une fois, le lien, c'est la cohésion et la pertinence qu'on va réussir à trouver entre l'élève et son mentor. Et je vous laisse découvrir la troisième chose qui, moi, me parle beaucoup et qui, je trouve, est hyper intéressante, un constat assez subtil. Le dernier point, le troisième point pour moi qui pose problème, donc le premier étant donc le manque de diversité sur le choix des cours, le deuxième étant la valorisation qu'on donne aux profs, le troisième problème, c'est l'absence totale d'éducation des élèves sur ce qui se passe après. Donc, ça commence uniquement par le constat que l'éducation est extrêmement individuelle en France, donc rien que la répartition géographique de la salle de classe, elle est riche d'enseignement. Donc, tu as des tables qui sont alignées de manière verticale, au lieu d'avoir des tables en rond où les élèves se parlent entre eux. T'as très peu de travaux en commun à faire, de travaux à plusieurs. Faut attendre de rentrer à l'université ou dans des grandes écoles pour avoir des assos, ce genre de choses. Et donc, du coup, en fait, l'élève est vraiment super centré, quoi. Pour moi, il faut au contraire faire ce que les pays scandinaves font, donc uniquement des travaux à plusieurs dès le plus jeune âge, et surtout des classes où tu as deux profs en même temps, tu vois. C'est-à-dire qu'en Finlande, tu as très souvent deux profs en même temps, ce qui permet d'avoir donc deux points de vue qui se confrontent. Voilà, deux points de vue qui se confondent. Et ça arrive bientôt, je crois, en France, de professeurs dans la même salle. Voilà, j'ai choisi ces extraits pour vous montrer un petit peu pour essayer d'illustrer le fait que chaque personne qui l'interroge est complètement passionné et habité par le domaine qu'elle a choisi, et que du coup chaque interview est comme ça, c'est-à-dire qu'il y a effectivement le parcours, la genèse du truc, mais il y a aussi le regard de cette personne sur ce qui l'anime vraiment au quotidien, ce qui la pousse à continuer à se dépasser. Voilà, j'ai essayé de faire le plus court possible, hein. J'ai bien, c'était court, hein. C'était 2-3 minutes. Ça va, vous êtes vivants autour de la table ou Non, mais je suis désolé si j'ai pris un petit peu de temps, mais j'ai vraiment adoré. Je vous conseille vraiment d'aller tous les écouter. Moi, j'ai pas encore eu le temps de tous
tous les écouter, mais tout ce que j'ai entendu, ils sont tous aussi intéressants l'un que l'autre, et il y en a vraiment pour tous les goûts. C'est très bien foutu, on n'aime pas toujours la même chose. Parfois on va moins aimer le secteur, parfois on va moins aimer même la personnalité qui est interviewée, parfois on sent qu'Antonin il est plus ou moins en forme, plus ou moins actif dans la conversation, machin, mais il y a toujours quelque chose qui nous prend, qui nous accroche. Et puis il y a moi j'adore parce que c'est pas le concours de la plus grosse réussite du tout, c'est vraiment c'est plus un concours de passion à la limite, quoi. Il y a pas du tout de, enfin on ressent pas de hiérarchisation dans ses choix à lui sur la réussite des projets. Et il y a beaucoup d'humilité, c'est vraiment que inspirant, et c'est pas du tout complexant. Voilà, on s'identifie assez facilement aux gens qui parlent, parce que on se dit pas putain moi aussi j'aurais voulu cette réussite, ou moi j'y arriverai jamais, ou c'est hors de portée, ou machin. On se dit pas non plus allez je le fais demain, mais c'est juste intéressant, enrichissant, et voilà, c'est des gens qui ça fait du bien d'entendre des gens qui s'expriment avec autant d'engagement sur ce qu'ils aiment. Bah quelqu'un a quelque chose de particulier à dire autour de cette table sur le podcast de Guillaume? Ouais. Comme par hasard. Comme toujours. Je trouve que c'est un super podcast. J'avoue qu'en découvrant ce truc, j'étais un peu jaloux qu'il l'ait trouvé avant moi. Alors, vraiment... pardon, juste pour rendre à César ce qui appartient à César, oui. C'est Julien Neuville de Nouvelles Écoutes qui m'a parlé de ce podcast, et je le remercie beaucoup, et c'est grâce à lui qu'on en parle aujourd'hui. Et d'ailleurs, pour préparer cette émission, je suis pas sûr qu'on en ait parlé en intro, mais on a essayé de la thématiser un petit peu autour du développement personnel et de l'entrepreneuriat avec la venue de Stan dans cette émission, et on a demandé à notre petite communauté sur Twitter de nous proposer des podcasts autour de cette thématique, et il y a Bruno Navo, l'humoriste et celui qui a participé et auteur plutôt, oui, qui nous a proposé ce podcast là. Donc moi c'est comme ça que je l'ai découvert. Guillaume l'avait trouvé avant. Et je trouve que c'est one point. Et je trouve que c'est génial. Moi, je vous avais présenté Coup d'État de The Family. Il y a vachement d'intervenants de The Family qui ont été interviewés. Je trouve que ce sont des personnes très inspirantes. J'aime bien l'éclectisme. On a très bien parlé. Il y a Mehdi Maizi dont j'écoute les podcasts. Il y a aussi un autre journaliste qui s'appelle Yerim Sar, qui est génialissime, qui est un journaliste un peu hip-hop. Et donc je trouve que le format est bon, je trouve que le ton est bon, tout ce que tu as dit, je suis vraiment d'accord, et c'est un coup de cœur personnel aussi. Et en plus de ça, ils ont choisi en générique un classique de B2O qui s'appelle Nouvelle École. Et quand tu m'as parlé du podcast, j'ai tout de suite pensé à ce titre. Et quand j'ai lancé la lecture et que j'ai entendu le beat de Nouvelle École, j'étais très 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 content. Ça m'a rappelé ma jeunesse. C'est B2O Booba. Ah d'accord. Pour les fans de Sting qui nous écoutent. Toi, c'est quoi toi, Stan? Je l'ai pas encore écouté, mais c'est exactement le style de choses dont moi je raffole pas mal. C'est l'idée que tu essayes un peu de nourrir ton cerveau de différentes influences et de te motiver un petit peu. Parce qu'en fait, au final, moi je peux dire que tu travailles comme ça sur ton ordi, t'es un peu tout seul, hein, donc c'est bien quand tu vas prendre ton déjeuner d'avoir différentes personnes qui te parlent dans tes oreilles et qui te donnent un peu d'idées ou qui te motivent à faire des choses. Et donc celui-là, c'est clairement un que je vais aller écouter. Rappelle-nous, Guillaume, le nom du podcast, parce que moi j'ai oublié, et ça récurrent surtout. Ça s'appelle Nouvelle Écoute, Nouvelle École, pardon. Nouvelle École. Parce que j'ai parlé de Julien Neuville juste avant. Ça s'appelle Nouvelle École, c'est hosté par Antonin Archer. Et jusqu'ici, c'est hebdomadaire. Il y a 20 numéros que vous pouvez aller binge écouter. C'est vraiment, ça vaut le coup. Merci beaucoup, mon petit Guillaume. Ouais. On passe donc au podcast de Pierre. Pierre, de quoi tu nous parles aujourd'hui? Alors, moi, je vais vous parler de Makercast. Makercast. Ouais. Du coup, c'est un podcast que l'on peut résumer par le podcast des créateurs de contenu. D'accord. En fait, c'est un podcast qui est adressé à la fois aux vidéastes, aux blogueurs ou encore bien aux podcasteurs comme nous autour de cette table, qui par mégarde chercheraient un peu d'inspiration, de conseils ou de notoriété pour pourquoi pas vivre de leur passion. Alors du coup, ce Makercast, il est présenté et tenu par un certain Antoine BM, de la Blanche Maison, je crois. Et qui est, voilà, on va pas le cacher, un peu la valeur ajoutée de cette émission. Faut dire que le bougre, il en est pas à son premier coup d'essai. Avant sa chaîne de podcast, il œuvrait sur YouTube avec sa chaîne Antoine BM, qui quand même récolte plus de 45 000 abonnés. Sur YouTube, il traitait plusieurs sujets de type vlog. À la fois, il abordait du business, les voyages. Enfin, en termes généraux, l'inspiration qu'on pouvait avoir de tout ça, avec des titres comme comment réagir face à l'échec ou des défis, travailler sans ordi, ce genre de choses. Et oui, et j'ose l'appeler le bougre aussi parce qu'il tient aussi des conférences et des formations, donc malgré son jeune âge, c'est un sacré monsieur. Et du coup, pour revenir un peu sur son podcast,
où d'ailleurs il se concentre plus sur la création de contenu. Je vous ai sélectionné un premier extrait qui est issu de l'épisode 3, qui est Comment vaincre l'enfer de la page blanche. Et je vous laisse écouter. Et je voudrais commencer par une technique qui n'est pas de moi, une technique de Gary Albert. Alors Gary Albert, si tu connais pas, c'est un copywriter américain, c'est-à-dire quelqu'un qui écrivait pour vendre, quelqu'un qui faisait des pages de vente, qui faisait des pitches de vente, des descriptions de produits, des lettres aussi de vente, et qui était extrêmement connu dans son milieu, qui est devenu aussi très riche parce que c'était véritablement un des meilleurs. Si tu lis une lettre aujourd'hui de Gary Albert ou que t'écoutes un de ses audios, je te garantis que tu vas être scotché devant parce que c'est juste excellent. Et il a donné un conseil justement pour vaincre l'angoisse de la page blanche. C'est un conseil tout simple que tu peux appliquer maintenant, aujourd'hui, à l'instant. C'est de ne jamais stopper le mouvement d'écriture. Quand tu écris, de ne jamais t'arrêter pour rester dans le flow. Et forcément, il y a un moment où tu vas avoir un blanc, où tu vas plus savoir quoi écrire. Et à ce moment-là, au lieu de t'arrêter, tu vas continuer à écrire, tu vas marquer n'importe quoi, tu vas marquer blablabla, jusqu'à ce que tu retrouves le fil, jusqu'à ce que tu puisses reprendre ton écriture. Donc voilà. Là, l'exemple d'un petit conseil qui paye pas de mine et qui selon moi est un mauvais conseil d'ailleurs. Continue, n'hésite pas. Ah bah très bien. Il apprécie. C'était un conseil de. Mais toi t'écris, Pierre, tu l'appliques ce conseil? Celui-là, non. Après, il y a plein de conseils. C'est juste que là, sa référence Gary Albert, c'est quelqu'un qui est quand même super reconnu et qui fait plaisir à mon petit cœur de concepteur-rédacteur. Le mec, c'est vraiment une peinture dans le marketing direct. Non, mais toi, t'as pas l'impression quand t'écris un truc d'une manière générale que, au bout d'un moment, justement, quand t'as plus trop les idées et l'inspi, genre le meilleur truc qui te fasse du bien, c'est justement de te faire une pause, faire autre chose, et que quand tu te repenches après sur ton texte, t'es encore meilleur que quand t'as commencé, tu vois. Moi, j'ai vraiment cette impression-là plutôt que l'inverse, quoi. C'est peut-être personnel aussi après. Ouais, moi pas forcément, justement. C'est pour ça que je lui pose la question à lui. Hein. Moi je préfère me faire violence parce que j'ai tendance à prendre des pauses toutes les 5 minutes et à bosser un peu. On voulait t'en parler, Pierre, d'ailleurs. C'est descendu de la direction. Donc voilà pour ce premier extrait et aussi ça m'a fait penser en réécoutant que je voulais un peu parler de sa façon de parler, de son ton et tout. Je sais que ça peut pour certains déranger le fait qu'il tutoie, et j'ai l'impression que c'est assez commun au podcast de ces thèmes-là. Quand ils parlent de l'estime de soi, ils vont tutoyer et tout, et ça peut surprendre. Après, je suis sûr que ça. Je ne connais pas un seul podcast natif qui vous voit. Ouais. Tout simplement. Je pense que c'est tout pour moi. Voilà. C'est Super 16. Super 16, podcast natif. Non, c'est pas natif, en fait. C'est natif. Non, c'est pas natif. Moi, j'aime c'est diffusé sur une radio. J'ai envie de dire que c'est natif, moi. Il est con. Moi, j'aimerais bien passer par mon extrait. J'aimerais bien pouvoir continuer. Et m'imposer un peu. L'extrait numéro 2. Ouais, cette voix était atroce. J'aime bien aimer. Ça sonnait très Gollum. Le deuxième extrait que j'ai sélectionné, c'était sur la toute dernière émission qu'il a sortie, qui était aujourd'hui d'ailleurs, et qui se prénommait YouTube versus podcast, où il explique un peu son parcours personnel, d'où ce changement de format. Et à sa façon, il attribue YouTube et le podcast avec une comparaison plutôt habile. Je vous laisse le découvrir. Pourquoi j'ai voulu faire un podcast? Et puis pour ça, j'ai trouvé une métaphore qui colle assez bien. C'est de comparer le podcast à la distribution alimentaire, et notamment YouTube à l'hypermarché et le podcast au marché bio. Et j'ai trouvé plein de similarités qui arrivent à exprimer vraiment ce que j'ai dans la tête à propos de ce format que j'aime beaucoup finalement, qui est le podcast que je veux faire depuis longtemps, que je consomme depuis très 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 longtemps, même avant les vidéos YouTube, et dont je voulais te parler. Du coup voilà, c'était un extrait très teasing où, comme il disait, il compare YouTube à l'hypermarché et le podcast au marché bio. Et franchement, c'est super intéressant. Et j'ai préféré ne donner que l'intro pour donner envie aux gens. Ok. Genre de truc. Voilà. Je suis plein d'inventivité aujourd'hui. Et du coup, pour conclure un peu, le Makercast, je dirais qu'il touche juste, il inspire par ses formats courts mais concrets, à la fois modernes mais matures. Et voilà, on en redemande à coup sûr. Ah oui, et avant de terminer aussi, petite formule de concepteur-rédacteur. C'est ça. Et ouais, avant de terminer, j'aimerais du coup dédier cette intervention à The Shloka qui m'a recommandé cette chaîne sur Twitter. Donc The Shloka, c'était pour toi. Cette petite voix. J'ai cru qu'il allait nous faire, c'est comme dans 99 francs là quand il présente sa pub là. J'aimerais dédier ce petit à Tatiana.
Une top modèle que j'ai rencontrée dans une boîte à Saint-Barth. D'ailleurs, Manon, toi aussi, je crois, qui nous avait été recommandé. Tiens, je sais pas si on a cité. Ah oui, c'est l'école des facs. J'ai oublié de le dire, ouais. C'est nos potos de l'école des facs qui nous avaient recommandé. Moi, je l'ai dit que c'était Julien Neville qui m'avait recommandé le mien. Ouais, toi, tu l'as dit. Qu'est-ce qu'on pense du podcast de Pierre autour de la table? Moi j'ai envie de dire que j'ai jamais écouté, mais que c'était très sympa ce petit teasing sur la fin et que ça m'a beaucoup donné envie d'aller écouter. Tellement de sourire dans sa voix. Omardo. Oui. Oui, j'ai trouvé ça très cool. J'aime bien le format. C'est vrai que le mec est direct, il est cash, c'est concis, c'est précis, c'est des bons conseils, des belles références. Donc moi, je suis assez friand de ce genre de contenu. Moi, j'ai une question, c'est est-ce que ce mec a une sorte de background, j'utilise son anglicisme, un background assez fourni justement pour pouvoir se permettre de donner des conseils à des gens? Au final, son background, je crois le mec s'est fait tout seul. Il expliquait qu'en gros, à 21 ans, il a décidé de se barrer et puis après, je peux rebondir si tu veux parce que je le connais. Allez, guest star. C'est mon frère. Il a été sur Nomad Digital, donc je le connais un petit peu. Et en fait, lui, il a arrêté ses études et sa grosse marque de crédibilité aujourd'hui, c'est qu'il a monté très très vite sur YouTube. Ouais. C'est un gars qui a commencé sur YouTube il y a peut-être un an et demi et il est devenu une des plus grosses chaînes dans cette thématique assez rapidement. 45 000 abonnés, il disait ça. Ouais, c'est ça. Il doit être un peu plus maintenant, mais dans ces eaux-là. Donc il est un peu connu pour ça et il a un peu maintenant cette marque de créateur, un gars qui pendant un moment il faisait une vidéo tous les jours, donc il était vraiment concentré sur cette création, sur la pratique quotidienne de la création de vidéos. Casey Neistat à la française. Quoi. Effectivement, et il s'est beaucoup inspiré de Casey Neistat, c'est lui qui a apporté au vlogging, au vlogging français l'esthétique un petit peu, ça a été un des premiers à avoir un drone, etc. Donc c'est un petit peu son street cred dans le milieu. Ok. Right. Drone. Street cred. Quand j'entends street cred, je parle d'ail. Merci beaucoup. En tout cas, mon petit Pierre, rappelle-moi le nom de ce podcast et sa récurrence. Makercast. Makercast. Ok. Et ça sort combien de fois par mois? Bah là, il vient de lancer ça, mais c'est vrai qu'en 2 semaines déjà, il y a 9 numéros, donc je pense que c'est quotidien, je crois. Ouais. C'est quotidien. Merci beaucoup, mon cher Pierre. Tout de suite, sans plus attendre, chers amis, on va passer à la délibération. Reste à savoir si le passage au Conseil leur permettra de retrouver un semblant de sérénité. Les amis, il est l'heure de voter. De voter pour savoir qui va être éliminé. Guillaume. Je suis hyper fier que ce soit ma syllabe que tu tiennes le mieux. Putain. Ouais, il est pas mal. Guillaume, toi tu votes pour qui? C'est une bonne question. Surtout qu'on parle d'élimination. J'ai parlé d'élimination, mais en vrai, il n'y a pas d'élimination ici. Ouais. Non, je vais voter pour Makercast. Ok. Le podcast donc présenté par notre ami Pierre. Ouais, très bien. Omardo. Je pense que j'en ai assez parlé. Moi, je vote pour Nouvelle École. Ok. Arthur. Pardon, excuse-moi de te réveiller, Arthur. Moi aussi, je vote pour Nouvelle École. Nouvelle École, 2 votes pour Nouvelle École, 1 pour Makercast. Plus 3. Pierre, plus 3, Nouvelle École. Le grand chelem. Manon. Le grand chelem. Ouais, moi aussi, Nouvelle École. Stan. Moi, je vais voter pour Antoine, c'est un pote. Normal. Mais c'est... Je suis très fan de ce qu'il fait. Et moi, j'écoute son podcast. J'écoute son podcast pour apprendre des trucs. C'est vraiment un gars qui, dans ce domaine-là, me booste. Donc, je vais voter pour lui. Cool. Mais c'est Nouvelle École qui remporte quand même le précieux totem d'immunité, le collier de nouilles. Et c'est encore un podcast présenté par Guillaume, ce qui est un petit peu chiant. Il va falloir compter à un moment donné. Ouais, grave. Tous les colliers de nouilles qu'il a raflés, quoi. Chers amis, c'est le moment de quoi? Mais oui, mais du générique du top 50. C'est maintenant, on adore ce générique. Omardo, tu es là donc pour nous présenter les charts de ce classement. Je suis là. Donc, je me suis rendu compte que j'ai oublié une info. Donc je vais aller chercher. C'est les entrées. On commence par les entrées d'habitude. On commence par les entrées. Alors, les entrées. Les entrées. Donc, la semaine dernière, vous avez parlé
de Saturne qui fait une entrée à la 29e place. Donc la semaine dernière c'était une thématique cinéma, pour ceux qui n'ont pas écouté, c'est pas bien, il faut aller écouter l'épisode précédent. Bien, en plus, on a bien parlé de cinéma, c'était très cool. Split Screen rentre lui à la 25e position, et un épisode des et Jarrett qui avait été présenté par Manon 22e. Voilà pour les entrées. On sait quand même pourquoi Calls pas d'autres. Ah oui, effectivement, on avait parlé d'un 4e podcast qui s'appelle Calls, mais comme Guillaume vous l'avait expliqué, il est uniquement disponible sur YouTube. Et allez écouter, on a eu beaucoup de retours. Tous ceux qui ont découvert ce podcast ont adoré. Et c'est vrai que je l'ai écouté moi-même, c'est génial. Ce podcast, ce contenu audio. Et donc, on passe cette expérience auditive. Les 3 meilleures progressions, d'habitude on en fait une, là je me suis dit tiens on va en faire 3. Donc on commence avec... On est en avance. Voilà, comme on n'est pas long du tout sur cette première partie. Alors Rive de Seine de Julien Cernobori, c'est pas facile à dire ça, fait plus 17 places, il est 39e. Elsa Muse de la blogueuse fait plus 23, elle est 37e. Et Jogen Bonito, plus 26 places, 32e. Voilà, donc j'enchaîne directement avec le top 10, avec le Cozy Corner à la 10e place, avec Génération XX en 9, Arte Radio, le flux principal 8e, Banquette 7, After 8 6, Super Ciné Battle 5, Laura Lechman, la copine d'Arthur 4, Allez. Riviera Détente revient sur le podium 3e, et 2e. C'est la première fois depuis ce classement. 2e, 2 heures de perdu. Arrête. C'est qui le premier? C'est la première fois qu'ils ne sont pas premiers. Et qui a pris la première place, à votre avis? Sauf toi, Guillaume, t'as vu? Bah oui. Est-ce que ce serait pas le podcasteur par hasard? Pourquoi tout le monde rigole? Les mecs s'auto-bâchent. Non, pas d'idée. Bah, la poudre au Mais oui, Manon, c'est la poudre qui passe devant pour la première fois. Ça fait ça fait longtemps qu'on fait ce classement. C'était très bien le dernier épisode. Ouais, et je pense que ça a dû jouer et qu'ils ont dû avoir beaucoup de retours sur iTunes. On vous rappelle que ce sont les données iTunes qui nous permettent de faire ce classement, et nos amis de l'école des facs avec le système Podcastéo. Et donc, pour terminer, le Podcastor est à la 19e place. C'est pas mal du tout, puisque aujourd'hui on est à 72 podcasts référencés sur ce classement. On perd 4 petites places, mais on se maintient à une place très respectable. Donc merci à vous pour tous vos retours. Continuez de nous écouter les gens, et merci beaucoup Omar pour avec plaisir pour ce classement. Tout de suite on va un petit peu je vais me tourner vers vous, Stan. On va un petit peu s'intéresser à notre invité aujourd'hui qui est auditeur du Podcastor, mais qui est également podcasteur lui-même, puisqu'il est le créateur de Nomade Digital, de Marketing Mania. Alors, on avait parlé de Nomade Digital, c'était pour le premier deuxième épisode. Ouais. C'était pour le deuxième épisode, mais comme ça, est-ce que tu peux un petit peu nous réexpliquer ce que c'est Nomade Digital, donc le podcast que tu as créé? Ouais. Donc je suis le co-créateur de Nomade Digital, je suis une moitié seulement de Nomade Digital, c'est un podcast que je co-présente avec un gars qui s'appelle Paul. Et l'idée de base du podcast est de se dire on a cette expérience un peu unique d'avoir monté des business sur internet, et donc tu te retrouves dans cette situation en fait où tu peux habiter n'importe où et tu commences à te dire où est-ce que je vais habiter, à comparer un petit peu les différents endroits et à essayer d'optimiser. Et au départ, quand tu débutes, il faut le dire, t'as un souci où t'as pas d'argent, donc t'essayes d'aller là où ça coûte pas cher, et après tu commences un petit peu à monter, tu commences à avoir des opportunités de voyager, mais t'as cette vie assez différente où tu vas bosser sur ton ordi toute la journée, tu réfléchis à comment engager des freelances, comment t'organiser, comment rester productif quand t'as pas de patron, quand t'es ton propre patron, comment trouver des idées originales, comment entreprendre, des choses comme ça. Et donc c'est un podcast tout simplement où on se met tous les deux sur un Skype et on a un thème chaque semaine et on va partager sur ce thème-là. Et je pense que la grande force du podcast, en tout cas ce qui a permis à mon avis aux gens de l'écouter, c'est que nous on est dedans. On n'en parle pas d'un point de vue extérieur, enquête, etc. On en parle juste d'un point de vue, c'est un fait, nous c'est comme ça qu'on vit, et voici les problèmes ou les obstacles qui sont survenus, et les solutions potentielles qu'on essaye de trouver pour les résoudre. Alors c'est quoi comme business que tu peux monter justement et qui juste nécessite le fait d'avoir un ordinateur et de pouvoir être à l'autre bout du monde? Donc il y a différentes façons de le faire. Une façon, disons la plus simple de rentrer, c'est d'être freelance. Moi, quand j'ai commencé Marketing Mania, j'étais freelance et donc les entreprises venaient me voir et je faisais de la pub Facebook. Donc je gérais leur pub Facebook et c'est comme ça que j'avais commencé à avoir un revenu. Au-delà, tu as quand même le e-commerce qui est désormais un très gros canal. Donc les gens vont monter leur propre site e-commerce. Tous les sites que tu as sur Internet, quelqu'un est derrière. Et en fait, des gens dont tu n'as jamais entendu parler
peuvent générer des revenus comme ça en e-commerce. Et c'est ce que fait Paul, en l'occurrence, mon coprésentateur. Lui, il vend des produits sur Amazon. Donc, pas beaucoup de gens le savent, mais sur Amazon, n'importe quel vendeur aujourd'hui peut lister ses produits sur Amazon. Et donc, tu as l'opportunité comme ça, si tu trouves une bonne catégorie, si tu étais prêt à trouver des usines en Chine, à voyager, à monter des trucs, de pouvoir avoir ton propre magasin sur Amazon et pouvoir vendre des produits comme ça. Et c'est aussi une bonne façon dont les gens vont générer des revenus. Donc, il y a beaucoup de modèles qui existent différents. On a aussi maintenant de plus en plus de gens qui vont être des développeurs, des gens qui montent des applications, des logiciels, qui sont pareils, ne te demandent uniquement d'être sur un ordinateur pour pouvoir bosser. Mais à quel moment, toi, tu t'es dit, je vais faire un podcast là-dessus, tiens. Genre, t'es d'abord parti à l'étranger, t'as commencé à bosser, puis au fur et à mesure que tu commençais à bosser là-dedans, tu disais, putain, mais ça peut être un bon délire, justement, de faire un podcast sur ma vie et sur le taf que je fais et l'expérience que je vis. Donc moi j'avais déjà un podcast qui s'appelle Marketing Mania, qui était un podcast qui était à l'origine pensé pour promouvoir mes services. Donc il y a un grand hack, je pense, un grand truc vraiment intéressant quand tu fais du podcast, c'est que j'ai été un des premiers à faire ce type de podcast. Il y avait beaucoup d'interviews dans mon podcast et en fait j'avais accès à des gens qui étaient des gens pointus dans leur domaine et moi j'étais nulle part, personne ne me connaissait, je partais de zéro. Et en fait j'avais accès à ces gars-là et je pouvais faire des interviews et c'est comme ça que j'ai pas mal construit de réseaux et de connaissances parce qu'en fait tout le monde a envie de parler de lui. Tout le monde a envie d'être interviewé, tout le monde a envie d'être invité. Et en fait, des gens, même assez pointus, pouvaient venir dans ton podcast totalement inconnus, juste parce que tu les avais invités, puisque tu leur avais dit, tiens, regarde, je suis numéro 3 sur iTunes, de toute façon, je suis tout seul. Donc, j'avais déjà un Marketing Mania. Et en fait, quand j'ai rencontré Paul, on avait vraiment les mêmes expériences. On a vraiment... on s'est vraiment bien entendu tous les deux. Et on avait eu cette idée qu'il y avait quelque chose, qu'il y avait une vague, qu'on était au bon endroit au bon moment et qu'on voulait partager un petit peu ça. Mais on pensait pas en faire quelque chose d'aussi développé. On pensait ensemble se mettre sur un call quelques après-midi et puis faire 12 épisodes et les lancer comme ça dans la nature. Et on s'est dit, tiens, ça serait marrant de mettre un petit peu un drapeau sur ce terme de nomade digital et de voir un petit peu ce que ça veut dire, ce que ça représente. Parce que j'imagine qu'on va beaucoup en entendre parler dans les 5-10 prochaines années. Et on s'est dit, tiens, ça serait drôle de pouvoir être là tôt. Et au final, c'est un podcast qui a bien pris. Donc, le concept a évolué un petit peu au-delà du truc de départ. Au départ, c'était vraiment très voyage. Sur le temps, il a quand même plus glissé vers l'entrepreneuriat parce que c'est aussi ce qui nous occupe tous les jours. C'est quoi les retours que tu peux avoir ? Parce que, est-ce que, genre, justement, à partir du moment où justement les gens sont des nomades digitaux et qui se barrent un peu aux quatre coins du monde pour travailler, etc. Est-ce que tu as eu l'impression en lançant Nomade Digital de recevoir, je sais pas, des mails ou des messages de mecs justement qui étaient vachement intéressés par ton podcast et qui font la même chose que toi et tu vois, genre limite de pouvoir un peu établir une carte du monde de tes auditeurs et de tous ces mecs qui sont barrés à droite à gauche pour faire la même chose que toi? On n'a pas de carte du monde, mais il y a pas mal de gens qui m'envoient des messages. Le plus bluffant pour moi, c'est les gens qui m'envoient un message en me disant, tiens, je viens de déménager au Vietnam parce que vous nous avez inspiré. Et ça, c'est vraiment un truc auquel tu t'attends pas. Vous avez vos petites success stories d'auditeurs comme ça? On en a quelques-uns, on les a pas totalement collectés, mais on en a quelques-uns qui ont été inspirés de bouger. Il y a des gens qui ont l'opportunité de le faire parce ils sont freelance par exemple, et tout d'un coup ils ont l'opportunité de le faire et de bouger. Moi, il y a pas mal de gens qui sont passés me voir à Ho Chi Minh parce que quand les gens passent à Ho Chi Minh, ils m'envoient souvent un email et je vais aller dîner avec eux ou aller prendre une bière. Et du coup, tu rencontres des gens qui ont décidé de mettre de côté un peu d'argent, de faire le tour du monde, d'aller voir différents pays et d'essayer de s'installer ou de monter un petit business en freelance à côté. Donc on a de plus en plus de gens qui nous contactent avec ce type d'histoire. Il y a vraiment un impact. Et en fait, moi, l'inspiration en fait pour Nomade Digital ou le modèle qu'on a eu pour Nomade Digital, c'est un podcast anglophone qui s'appelle le Tropical MBA. Et moi, le Tropical MBA, c'est un podcast que j'écoutais pendant les études et qui m'a vraiment inspiré à l'époque à partir à Bali, qui était ma première destination dans ce domaine-là. Et donc l'impact qu'un podcast peut avoir pour changer ta trajectoire ou pour te donner l'idée que quelque chose est possible pour la première fois, c'est quelque chose qui est assez bluffant. Et comme tu l'as dit tout à l'heure par rapport à Antoine, c'est quelque chose, sur YouTube tu touches beaucoup de monde et sur le podcast tu vas aller plus profond. Cool. Et vous parlez de ce succès qu'a connu Nomade Digital. Nous on aime bien les chiffres, tu sais. Est-ce que tu peux nous dire à peu près les audiences en moyenne par épisode ou par mois que vous réalisez? Alors, les audiences par mois, ça fait un moment que je l'ai pas regardé et c'est possible que c'est un petit peu descendu là parce qu'on n'a pas publié. Enfin, au pied, mais quand on publie des épisodes, c'est environ 25 000 écoutes par mois. C'est énorme. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Ah, c'est fat, hein. Ok. Et tu t'attendais à ça, toi? On s'attendait pas du tout.
Ouais, grave, je savais que j'allais cartonner. On s'attendait pas du tout parce qu'on se rendait pas compte à quel point le sujet allait avoir du vent dans le dos, quoi, en fait. Je pense que il y a vraiment sur le succès de Nomad Digital un effet de timing. Moi, j'en ai eu plusieurs des podcasts, et le podcast Marketing Mania, c'est un podcast qui date bien avant ça et qui a jamais atteint ses audiences, en fait. Alors que pourtant, c'est un podcast qui est bien dans sa thématique. Mais là, tout d'un coup, t'es sur un sujet et qui attire beaucoup d'intérêt soudainement. Et on était vraiment dessus. Je pense qu'on a du très bon bouche à oreille sur Nomad Digital, ce qui n'est pas quelque chose qu'on attendait parce que c'est difficile avant de commencer un podcast de savoir si les gens vont l'apprécier ou pas. En particulier, moi j'avais un petit peu d'expérience là-dedans, mais Paul était très novice du podcast et donc on savait pas trop si ça allait fonctionner, si l'alchimie allait fonctionner ou pas. Et au final, voilà, ça a bien pris. Il y a pas mal de bouche à oreille. On a été très mis en avant sur iTunes. On a eu beaucoup de chance sur iTunes. Ils nous ont très très bien mis en avant. Je crois qu'actuellement, si tu vas sur iTunes et tu cliques sur podcast, tu trouves encore Nomad Digital sur la page d'accueil de iTunes France. On doit avoir un ange gardien parce qu'apparemment c'est Manuel. Oui, c'est Manuel, complètement. Bah, c'est moi qui m'en occupe. C'est moi. Et du coup, oui. Vas-y, Arthur. Du coup, pourquoi Bali? Pourquoi est-ce que c'était ta première intention? Qu'est-ce qui t'a motivé? Parce qu'il fait un temps de merde. Il y a pas la plage. C'est pour ça, non? Non, mais c'est une bonne question. C'est justement par rapport à ce podcast que j'écoutais à l'époque, Tropical MBA, parce que eux, ils étaient très présents à Bali. Ils ont une communauté en fait d'entrepreneurs et pour le coup, eux, ils ont la carte avec les différentes villes. Ils étaient très présents à l'époque à Bali. Et en fait, je me suis dit, bah tiens, j'en entends tout le temps parler dans le podcast. C'est pas très cher, tu peux assez facilement y aller. Il y a l'air d'avoir, c'est un peu le fantasme que tu peux avoir si tu veux quand tu imagines de devenir nomade digital. C'est-à-dire que à Bali, tu te poses dans un café au bord de la plage et tu regardes les surfeurs. Donc il y avait un peu cette intersection de tout. Après, vraiment, le Bali a un gros défaut pour nous, c'est que comme beaucoup de pays qui sont insulaires, en fait, Internet est assez pas très fiable. Voilà. Donc aujourd'hui, on a des communautés en Asie qui sont assez fortes. Du coup, au Vietnam, à Ho Chi Minh, en Thaïlande, à Bangkok, Chiang Mai. Donc aujourd'hui, je pense que si je viendrais, je me pointerais directement probablement à Chiang Mai ou quelque chose comme ça. En fait, j'avais juste écouté la vibe qu'il y avait dans la communauté, ce dont les gens parlaient, les destinations où j'avais l'opportunité probablement de rencontrer du monde. Ok, cool. Et le Vietnam, ça se passe comment c'est la vie là-bas? Est-ce que comment tu vis? C'est quoi une journée typique de nomade digital, par exemple? Donc la plupart des gens vont soit bosser dans des cafés, soit avoir un coworking. Je pense qu'un des premiers trucs que tu apprends quand tu deviens nomade digital, c'est que c'est assez difficile de bosser chez toi, parce que tu n'as pas de séparation du coup entre ta vie et ton boulot. Donc en fait, tu te retrouves soit à procrastiner toute la journée, soit plus pouvoir t'arrêter de bosser, parce que tu es dans ton bureau toute la journée, même la nuit. Donc pour moi, le Vietnam, c'était parce que j'avais pas mal de monde que je connaissais qui était installé là-bas, et en fait la journée que tu vas avoir, c'est tu te réveilles, moi j'ai un restaurant à côté de chez moi qui me connaissent, où ils vont te faire une omelette, du café, etc. Tu vois, donc t'as ta petite routine, tu vas là-bas, t'es complètement fatigué, tu vas prendre ton café, tu vas lire, tu commences ta journée en général en lisant, et après tu vas bosser, et tu tournes en fait entre différents cafés, restaurants toute la journée, pour essayer de garder un petit peu de dynamisme dans ton cerveau, parce que tu peux facilement te retrouver dans une dynamique, soit tu restes tout seul chez toi, ou soit tu restes un peu isolé, ou en fait tu t'enfermes. Et ça peut être assez dangereux. Donc on a tout un système, voilà. Et là-bas, on a pas mal de monde, on a une certaine communauté. Donc les gens vont organiser très régulièrement des événements, des dîners, des conférences. Donc tu as l'opportunité de sortir un peu de chez toi et d'aller rencontrer les gens. Mais globalement, c'est une vie assez cool, en particulier à cause de la flexibilité. Oui. Je pense que les gens se rendent pas compte à quel point tu peux vivre au Vietnam, tu peux monter un business en ligne, tu bosses tout le temps. Enfin, tu bosses quand même, t'es un entrepreneur, t'as des trucs à monter. C'est pas la vie facile, mais en revanche, t'as une grande flexibilité. Tu peux décider de ce que tu fais à quel moment. Moi, il y a un truc dernièrement que j'ai fait, c'est que je vais à la salle de sport en milieu de journée quand il y a personne, mais du coup, tu prends une pause déjeuner de 3 heures, quoi. Y a pas beaucoup de bureaux où tu prends une pause déjeuner de 3 heures, mais si tu le fais à toi-même, tu restes plus tard le soir et puis t'es tranquille. Cool. Et donc pourquoi vous êtes en stand-by? Parce que je crois qu'il n'y a pas eu de nouvel épisode depuis mars. Ouais, donc il n'y a pas eu d'épisode depuis mars. Là, on est en train de boucler Nomad Digital. On veut le terminer à l'épisode 50. Alors que c'est assez étrange de terminer probablement un podcast au moment où il est au pic de sa popularité. On avait régulièrement eu des petits soucis d'enregistrement d'internet qui étaient un peu frustrants, et surtout on est arrivé au bout de notre message en fait. On est arrivé à un point où
on se grattait un peu la tête pour trouver des épisodes. Au départ, on devait débattre pendant 15 minutes entre différents sujets d'épisodes parce qu'on avait tellement d'idées. Là, on a l'impression d'avoir fait un petit peu le tour de notre message et on voulait pas tourner en rond, on voulait pas se répéter. Et voilà, c'est l'opportunité de pouvoir rebondir sur autre chose. Moi, du coup, j'ai beaucoup appris de Nomad Digital. Et s'il y a une chose que j'ai appris de Nomad Digital et de vous avoir écouté dans le podcaster, c'est la force d'avoir un groupe de potes ou un groupe de personnes qui peuvent rigoler ensemble. Et au-delà de peut-être mon podcast précédent qui était informatif, mais purement informatif, de pouvoir avoir cet aspect conversationnel peut-être un peu plus détendu, un peu plus facile à écouter, d'avoir des personnalités qui reviennent. Et c'est un truc que je voudrais plus explorer dans des prochains podcasts. Ouais, genre sur quel type de sujet? Ah ouais, on peut déconner? Il faut pas proposer? Non. J'avoue, ça faisait un peu. Ah ouais, non mais tu vois, genre je trouve ça intéressant. Du coup, toi, tu devrais aller vers quel type de podcast après, genre? J'avais mon podcast Marketing Mania qui est aussi très inactif actuellement, qui faisait des interviews et je pensais le relancer d'une façon plus détendue. En fait, quand je faisais ce podcast-là, je faisais des interviews et je me dis, ok, les gens qui m'écoutent, c'est des gens qui font du business, c'est des entrepreneurs. Il faut qu'on leur donne du contenu, de la densité. Et je drivais les mecs comme un malade pour avoir du contenu, etc. Et en fait, je me suis aperçu avec Nomad Digital que la section la plus populaire de Nomad Digital, c'est l'anecdote. L'anecdote de Paul qui te raconte son voyage aux Philippines où un mec l'a braqué ou un serpent lui tombe sur la tête, enfin tout. Et c'est un truc qui n'apporte pas d'informations d'entrepreneuriat. Mais c'est la section la plus populaire et qui fait le podcast et qui apporte énormément de valeur. Et je pense que ça, c'est un truc que j'avais mal jugé et que dans la nouvelle version que je voudrais faire de mon podcast, je voudrais continuer à interviewer des entrepreneurs ou des gens un petit peu dans ce domaine, des gens qui font du marketing, mais me sentir moins obligé de les driver sur un épisode de 45 minutes où on a du contenu comme un malade. C'est quelque chose de plus léger, quoi. Ouais. Et puis pouvoir asseoir un mec, avoir une conversation, pouvoir parler de différents sujets, pouvoir parler d'habitudes, pouvoir parler de productivité, pouvoir parler de recommandations, de bouquins, alors, quelque chose qu'on faisait beaucoup sur Nomad Digital. Ouais, vous le faites vachement déjà. Ouais. Et tu vois, pouvoir avoir cet aspect, je pense que ça a un peu changé ma mentalité. Et je voudrais apporter ça un peu plus sur mon cœur de métier qui reste quand même le marketing, ce qui m'intéresse, moi, ce qui me passionne, mais pouvoir le faire de façon changer mon approche. Ok. Et pour peut-être terminer, si personne a encore une question, la question qu'on pose pratiquement tout le monde, qu'on n'oublie pas de la poser, tes podcasts préférés? Mes podcasts préférés, donc je vais être un petit peu chiant parce que les deux seuls podcasts francophones en fait que j'écoute, c'est le Podcaster et puis c'est 2 heures de perdu que j'aime beaucoup. Ça fait plaisir. Mais s'il y en a un que je devais citer, qui a déjà été cité dans cette émission parce que vous avez dit qu'il allait être adapté par Zach Braff, c'est le podcast Startup de Gimlet. Ouais. Le podcast Startup qui est totalement unique dans son genre. Pourquoi? Parce que c'est un gars qui documente en temps réel la construction de sa startup. Donc en fait, si tu écoutes un mec qui est un entrepreneur qui a réussi, en général, c'est a posteriori. C'est un gars qui t'explique comment il a reconstruit. Et tu sais bien que dans ta mémoire, c'est un peu... C'est enjolivé, quoi. C'est soit enjolivé, soit tu as oublié les aspects où il y a des choses que tu peux pas dire, des choses dont tu peux pas parler. Et le podcast Startup, c'est un podcast où le mec va rentrer chez lui le soir et il est autour de la table à manger avec sa femme. Il dit, écoute chérie, je pense que j'ai vraiment emmerdé. Je sais pas si ce truc-là il va marcher. Je sais pas si nos gosses ils vont pouvoir continuer à aller à l'école. Et une conversion émotionnelle qu'il a enregistrée en direct. Et ça c'est un truc qui est vraiment absolument unique. Et donc c'est un podcast qui est très très cher à mon cœur, que je rêverais de faire, mais qui est très difficile parce que faire du storytelling à ce niveau-là c'est très compliqué. C'est des mecs qui sont des pros qui viennent de This American Life, des grands podcasts américains de storytelling. Mais c'est un de mes grands podcasts. Et le second que je voudrais citer c'est le podcast de Tim Ferriss. Parce que si on parle de podcasts d'interview, de podcasts éclectiques qui peuvent faire venir différents types de personnalités, c'est un gars qui a fait ça à un très haut niveau. Il fait des épisodes avec des gars qui vont être des joueurs d'échecs, avec des acteurs, avec Arnold Schwarzenegger, récemment il avait un mec qui faisait des épées samouraïs. Donc il y a vraiment des gens de tous les domaines qui partagent tous un niveau d'excellence, et lui il essaie d'aller au-delà, de décomposer, de trouver les habitudes, de trouver les choses qu'ils peuvent avoir en commun. Et voilà, c'est un podcast que je suis fidèlement depuis son premier épisode, et il y en a eu beaucoup. Ouais, c'était compliqué de faire une thématique sur ce sujet sans parler de Tim Ferriss, effectivement, qui est sûrement la référence dans ce domaine. Effectivement. Cool. Qu'est-ce qu'on fait au Mardo? 20 sur 20, rien à dire. Est-ce qu'on fait une conversation débat au Mardo? Non, moi, une idée que j'avais, vous allez me dire ce que vous en pensez, c'est que souvent, les podcasts sur cette thématique, sur le développement personnel, sur l'entrepreneuriat, ils servent souvent à vendre quelque chose. Ouais.
Et j'avais un petit sujet. Est-ce que ce serait pas un petit peu le clickbait des podcasts, ou est-ce que ces contenus apportent déjà beaucoup de choses en étant gratuits, quoi. Tu vois, c'est il y a quand même des merdes. Tu vois, là on a parlé de trucs qu'on a apprécié, mais il y a quand même parfois des mecs, ça fait un peu charlatan, quoi. J'essaie de te vendre ma formation. Donc voilà, je voulais savoir un peu ce que t'en pensais. C'est un cheval de bataille qu'on a pas mal utilisé au départ de Nomade Digital, de se positionner justement en opposition à ça. Je pense que le gros problème effectivement de ces podcasts qui ont un objectif extrêmement marketing, c'est qu'ils vont avoir tendance à déformer la réalité des choses. Parce que c'est beaucoup plus facile de vendre le succès rapide que de faire ce que nous on fait dans Nomade Digital et de montrer les aspects un peu moins sexy, un peu moins marrants. Ceci dit, les deux sont pas contradictoires. Moi, je vends des trucs, j'ai toujours vendu des trucs sur mon podcast Marketing Mania. Quand tu parles de Makercast avec Antoine, il vend des formations, il a un abonnement où tu peux le payer tous les mois pour accéder à ces formations. Je pense que ça dépend aussi de la mentalité du gars. Est-ce que tu construis quelque chose sur le court terme, ou est-ce que tu construis une clientèle de long terme que tu peux accompagner pendant longtemps, et où tu n'essayes pas forcément de leur bourriner des trucs. Aujourd'hui, moi, je vois le podcast ou ma chaîne YouTube comme une façon de construire la relation avec les gens. Et il y a une vente qui se fait à côté, et la vente, elle est nécessaire parce que c'est comme ça qu'on vit, mais ça lie pas nécessairement le podcast, dans la mesure où l'objectif du podcast, c'est pas de placer ton produit tout le temps, c'est de construire la relation avec les gens. Et la vente, elle peut se faire en parallèle ou à côté, elle se fait beaucoup par email. Voilà. Donc, je pense que c'est un modèle viable en fait, et pas que dans le domaine du business ou de l'entrepreneuriat. Beaucoup de domaines comme le développement personnel, la méditation peuvent créer des podcasts intéressants qui vont être par ailleurs soutenus par des produits. Et je pense pas qu'il y ait forcément un conflit nécessaire entre les deux. Moi, je suis assez fan de la professionnalisation du podcast, le fait qu'un gars qui est amateur, qui commence tout seul, puisse en faire un business. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Et voilà. Mais après, c'est clair qu'il y a beaucoup de gens qui essayent de prendre la voie rapide et de prendre des raccourcis. Et c'est vrai que c'est assez déplaisant, en particulier parce que beaucoup de gens vont y croire. Moi, je reçois beaucoup de gens qui me disent « Ah Stan, je voudrais des conseils pour commencer un business. » Donc là, j'ai rien. J'ai rien du tout. Et je voudrais, d'ici la fin de l'année, gagner 20 000 euros par mois en automatique sans rien faire. Il y a des gens qui t'envoient ces emails. Donc les gens, ils existent et ils y croient. Et c'est un pitch marketing qu'on leur a vendu. Rien à ajouter. Non, rien à ajouter. En train de vous perdre, les gars. Pas du tout. Non, moi, je trouve ça. Oui, je trouve ça intéressant. Non, moi, je bois les paroles de Stan. Moi, je suis hyper impressionné de la manière dont tu parles de ce que tu fais, de ce en quoi tu crois et de pourquoi tu le fais. C'est hyper agréable de t'entendre le dire. Ça fait du bien. Et puis je trouve ça aussi hyper encourageant. Là, ce que tu viens de dire, effectivement, je crois que je l'avais pas conscientisé comme ça, mais le fait de t'entendre le dire, c'est effectivement quoi. Il y a ce modèle, il existe et il peut vivre très sainement comme ça. L'exemple de la méditation, je trouve, est assez bien choisi parce qu'effectivement, ça peut être très complémentaire. Il peut y avoir des produits audio très très complémentaires et gratuits qui peuvent être faits et qui amèneront certainement des gens à aller approfondir leur passion, leur truc, machin. Et c'est cool de croire à cette possibilité là. En tout cas, merci beaucoup, Stan, d'être venu. Merci de m'avoir invité. C'est pas encore la fin de l'émission. D'abord, on a une petite partie recommandation auditeur de la part de notre cher Omardo. Oui, voilà, les personnes qui nous ont envoyé des petits messages, soit par mail, soit par Facebook ou Twitter, en nous recommandant des podcasts. On remercie déjà tous ceux qui nous ont envoyé des recos sur cette thématique, puisqu'on en a choisi que 3, que 2 d'ailleurs. Mais entre-temps, on nous a envoyé un nouveau podcast qui s'appelle Les mauvaises langues. Donc c'est les gens qui font ce podcast eux-mêmes qui nous ont envoyé un petit tweet. Donc c'est de la comédie, c'est un petit peu gossip. Je vous invite à aller découvrir ça. Il y a un podcast québécois qui est fait par des Françaises, je crois, qui s'appelle Curiosité, qui fête ses 1 an. Ils nous ont envoyé un petit mail. Donc c'est un podcast sur les personnes aussi inspirantes. Ce sont des interviews. C'est très intéressant. Et puis, Nico Enel, que j'ai eu la chance de rencontrer lors du camp de qualité, dont je vais vous parler juste après, nous recommande Passion médiéviste, un podcast donc sur le Moyen-Âge. Donc voilà pour les suggestions. Hein ? Ça a l'air top. Ouais, ça a l'air cool. Ça a l'air très sympa. Oui. Et donc Nico, aujourd'hui, on va apprendre à faire un pont de vie, les amis. Et Nico, donc je l'ai rencontré lors du camp. Je sais pour
pour ceux qui connaissent un peu le Studio 404 et la communauté de qualité, en fait, c'est un événement qui a été organisé par ces gens-là, qui était un camping déconnecté, 3 jours sans technologie, sans photos, sans montre, ce qui a été finalement quelque chose de très très troublant de pas avoir le temps. D'ailleurs, Lame, le host de 404, a fait un petit post sur son blog sur ce sujet particulier. Et donc voilà, j'ai rencontré pas mal d'auditeurs du Podcaster, c'était vraiment super agréable. Et donc voilà, j'ai passé un super moment. Qu'est-ce que je voulais dire là-dessus ? Je suis en train de perdre le fil. Que c'était bien. Que c'était bien, tout simplement. Ah oui. Dans le bus, il y a un moment génial où ils nous ont parlé de tous les clashs, tous les dramas qu'ils avaient avec les autres podcasteurs. Et il y a vraiment énormément de trucs qui se passent dans ce petit milieu qu'est le podcast français. Mais hélas, je ne vais pas pouvoir vous en parler. Donc c'est vraiment, je fais vraiment ma pute. C'est horrible. Ah, ce qui se passe au camp reste au camp. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que pour l'année prochaine, vous avez tout intérêt à vous inviter si vous voulez avoir tous ces petits trucs croustillants. Parce que déjà, c'est une équipe super cool et ils ont une communauté génialissime et que voilà, c'est un super concept. On les adore, les mecs du Studio 404. Voilà, c'était top. Les gens. Le camp. Ben, merci beaucoup, mon petit Omar, et merci à vous, chers amis, de continuer à nous recommander des podcasts. On est là pour ça, hein, quelque part, pour vous écouter et puis surtout parler des podcasts que vous nous proposez, parce que de toute façon, il y en a ici qui ont la flemme d'aller chercher ailleurs. Suivez moi, non, je peux pas me regarder moi-même. Mais, on va passer au reco culturel juste avant la conclusion, les amis. Est-ce que vous avez une petite un petit coup de cœur culture, Guillaume, avant, parce que là il est mon regard, je me casse, mec, il est 19h13 pour tout le monde. Il est 19h13, mon enfant à 19h30 est dans la rue, mec. Qu'est-ce que je fais? Bah ça dépend. Qu'est-ce que je fais? Bah qu'est-ce que tu fais? Une là, solution? tu Vas-y. Dis, bah ouais, tu te dis, est-ce que je l'ai bien élevé pour survivre en milieu hostile? Oui ou non? Bah voilà. Si tu l'as assez bien élevé, il pourra s'en sortir. Alors comme ça rapide, parce que j'avoue que j'avais rien prévu. Si, j'ai bien aimé. Je suis allé voir Get Out au cinéma la semaine dernière. Ah non, moi aussi. Enfin, c'est super, en fait, super, trop bien. Micro Arthur, s'il te plaît. Et j'ai passé un super moment. C'est avec Pierre que j'en parlais. Je vais pas beaucoup voir de films comme ça d'habitude, un peu stressant, un peu presque épouvante, quoi. Mm-hmm. C'était vachement bien. Et puis c'est sur fond de satire un peu racial et c'est très drôle et en même temps très captivant, quoi. Vraiment, ça fait flipper, mais dans le bon sens du terme. Et il y a un vrai jeu d'acteur comique sympa. Ok, Get Out. C'est le coup de cœur culturel de Guillaume. Omardo. Alors moi, je vais vous parler d'un podcast pour changer. Et puis j'en ai pas présenté aujourd'hui, donc ça va, je peux le faire. J'ai découvert, je suis inscrit à Arte. Le flux principal, si vous ne l'êtes pas, vous n'êtes pas un vrai fan de podcast. Et ils ont sorti une série qui s'appelle Beatmakers. J'adore c'est génial. C'est génialissime. En fait, c'est des grands noms de la production française. Ça peut être dans le hip-hop, dans le reggae, dans l'électro, vraiment c'est très éclectique en termes de genre. Et ce sont ces artistes-là reprennent l'un de leurs classiques, à la base à sa genèse et le processus créatif qu'il y a eu autour de ce titre. Et c'est juste super intéressant pour les gens qui aiment la musique et qui en font. Allez-y, c'est top. Arthur. Moi j'ai vu Get Out aussi. Ok. Plus 1 pour Get Out. Qui est plus 2 pour Get Out. Ouais. Pierre 3. Ouais. 1000. Allez, plus 1000. Allez. 1500. Et toi, Pierre? Moi, je suis en train d'écouter le dernier album de Phoenix en ce moment. Il est sorti hier Ah oui, c'est tout récent. Ou avant-hier, ouais, c'est ultra récent. Je connais même pas le nom de l'album. Tiamo? Tiamo. C'est aussi le nom de l'album. Je sais pas, mais c'est le nom d'un titre qui est très très bien. Et c'est bien ou pas, le dernier Phoenix? Ouais, c'est grave bien. Il y a une ambiance un peu kitschounette, années 80. On adore, on en reveut. Ok, ça marche. Manon, on n'a pas beaucoup entendu Manon, à part pour ta chronique. Tu es calme et reposé. En même temps, il fait 40 000 degrés, ça assomme un petit peu. Ouais, moi j'ai un podcast qui est très connu, je crois, mais que j'ai écouté il y a pas longtemps, qui s'appelle Transfert, donc de Slate. Je sais pas si vous en avez déjà parlé. Non, on en a déjà parlé. Ouais. Moi, je connaissais pas et du coup là, je m'y suis mise et j'ai tout écouté à la suite et je trouve ça vraiment cool. On lui permet de faire une reco culturelle, un podcast. Bienvenue dans le Podcaster. Elle a raison. Bien sûr.
Et toi, Stan, t'as un petit truc, un bouquin, un film? Ouais, je vais parler de ma chaîne YouTube préférée qui s'appelle Nerdwriter, donc nerd est comme un écrivain. C'est un gars qui va prendre une semaine pour te faire une vidéo en profondeur sur un sujet, en général une œuvre culturelle, mais il va vraiment aller très loin. Il a fait une vidéo sur le jeu de la colère dans l'œuvre de Jack Nicholson. Il va te faire une vidéo sur les thèmes musicaux dans Le Seigneur des Anneaux, qui est absolument mortel. Il va te faire une vidéo sur les interventions de Donald Trump. Et c'est vraiment, et s'il y a une chaîne YouTube sur laquelle je ne manque absolument rien, c'est celle-ci. Si vous êtes anglophone, allez voir Nerdwriter. Nice. Ok. Nerdwriter. Moi, je vous conseille un groupe de rock qui s'appelle King Gizzard and the Lizard Wizard. C'est un groupe que j'adore. C'est du garage, du punk. Ils font aussi de la surf music ou du psychédélique. Et c'est des génies, c'est des Australiens. Les mecs, ils jouent avec 2 batteurs. Genre ils ont créé leur propre type de guitare, genre des guitares microtonales, je crois c'est un truc comme ça, mais les mecs sont vraiment des oufs. Et c'est un groupe qui existe depuis 2011, et pour vous dire à quel point ils sont surproductifs, c'est-à-dire que depuis 2011 ils ont sorti 12 albums. La dernière fois que j'ai regardé la page Wikipédia, c'était il y a pas si longtemps, c'est pour voir quel était leur dernier, qui était Flying Microtonal Banana. Bah là je viens de me connecter dessus, ils en ont sorti 2 depuis, qui s'appellent donc Murder of the Universe et Sketches of Brunswick East. Voilà, moi je vous conseille Nonagon Infinity et Quarters, qui sont les albums que je kiffe le plus. Voilà, allez écouter ça, c'est vraiment pas mal. Voilà les amis, est-ce qu'on n'arriverait pas tranquillement vers la petite fin de cette émission de manière easy? Omardo, tu peux prendre la parole. Yes, non, juste pour dire à tous nos auditeurs de la région parisienne qui veulent venir nous rencontrer, boire un coup et chiller tranquillou. Surtout boire un coup. On va fêter nos 50 000 écoutes le 28 juin. Donc notez la date et on vous donne très vite des infos. Si vous suivez pas encore sur Twitter, sur Facebook, inscrivez-vous, on va vous passer tout ça. Le 28 juin. Ouais, donc on sait pas ce qu'on va faire. On est peut-être sur un truc de camping. On est sur de l'alcool, on est sur du son, on est sur du chill. On est sur du chill. Ouais. Ok. Bah préparez-vous les amis. Bien sûr, vous êtes les bienvenus pour venir picoler avec nous. Je vous remercie en tout cas, chers auditeurs, de nous suivre parce que vous êtes de plus en plus nombreux. Vous en parlez autour de vous sur les réseaux sociaux, mais c'est pas encore assez. Parlez-en encore plus. Vous pouvez nous écouter bien entendu sur SoundCloud, bien entendu sur iTunes. N'hésitez pas à nous mettre des petites étoiles et surtout des petits commentaires pour le référencement, c'est excellent afin que on puisse avoir le même référencement que Stan et Nomad Digital sur la page iTunes Friends. Donc l'astuce c'est de le bourriner comme un grand malade. Les premiers épisodes j'en parle 4 fois. C'est exactement ça. Allez-y. Il les force. Et n'hésitez pas, même voilà, on est sur Twitter, on a vu qu'à chaque fois on poste des photos, des trucs, les gens réagissent et tout, c'est cool, continuez. Si vous trouvez qu'on est con ou si simplement vous nous aimez bien, n'hésitez pas à nous interpeller. On est very open, comme dit notre cher Omardo. Un grand merci aussi à toi Stan, du coup d'être venu. Écoutez, chers auditeurs, Nomad Digital et puis Marketing Mania, donc qui est le podcast de Stan. Tu rentres quand au Vietnam? Là, je vais tourner un petit peu en Europe, je vais rentrer à la fin de l'été. Je vais tourner en Europe, c'est cool. Ça. Je vais pas tourner, je vais en concert. je vais aller dans différents endroits en Europe rencontrer certains de mes contacts. Cool, écoute, en tout cas, sache que t'es le bienvenu si tu veux revenir ici au Podcaster. Tu es ici chez toi. Merci Manon, merci Pierre, merci Arthur, merci Omardo, merci Guillaume. De rien. Parce que Guillaume est déjà parti. Je voulais imiter Guillaume, le seul truc de rien. Bref, je vous dis à dans 2 semaines les amis. Encore merci beaucoup d'amour sur vous et puis portez-vous bien surtout. Ah superbe. J'ai encore le micro qui grince, putain. C'est pas mal ça. Vas-y, refais-la. J'ai encore le micro qui grince, putain. Excellent, il est bon, putain. Santé maintenant. Guillaume a donc le micro qui grince. On vient de l'apprendre, ça vient de tomber. À chaque fois c'est pareil. C'est une info AFP. Guillaume a donc le micro qui grince. Maintenant on part dans le Luberon, on chasse des hamsters. Stan, je peux encore te demander de te redécaler. Excuse-moi. Si tu pouvais sortir du studio. Si vous faites tous décaler. Ça va. Bien. Non, mais non. Il est con, celui-là, il est con.